je suis à la fois content de vous accueillir pour cette thématique, et à la fois, est-ce qu'on devrait se retrouver dans une salle comme celle-là pour parler de cette thématique-là? C'est peut-être là qu'est la question. Je vais pas m'attarder, je voulais vous remercier la Fondation Rovaltin d'être ici, Madame Delaunay d'animer cette heure ou cette heure et demie autour de la question des pesticides. Ne dites pas merci trop tôt. Et vous dire aussi que par rapport à cette thématique, Hervé, qui s'occupe du Train Cinéma, a du coup programmé un film en lien direct avec le sujet qui s'appelle Goliath. Oui, c'est ça, oui. Qui sera diffusé ici cette semaine et la semaine prochaine. Donc, et qui est plein sur le sujet. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne conférence. Et puis à très bientôt. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction. Je vais faire sans micro, je vais pousser un peu la voix, mais n'hésitez pas à me faire signe si jamais c'est un petit peu trop faible au fur et à mesure de l'avancée de cette table ronde. Alors effectivement, merci au Train Théâtre de nous recevoir aujourd'hui. On est très content d'être avec vous parce qu'aujourd'hui, c'est une formule pour nous un petit peu inédite qu'on teste. D'abord, dans un premier temps, parce que cet endroit est assez magnifique. J'espère que vous êtes bien assis. Et puis, dans un deuxième temps, parce que nous participons à la semaine pour les alternatives aux pesticides, qui est coordonnée nationalement par l'association Génération Future et qui a lieu annuellement au printemps, au moment des épandages, et qui est donc toute une série d'événements qui se passent sur le territoire national pendant une semaine pour parler des pesticides et parler des alternatives aux pesticides. Voilà. Donc je vous remercie en tout cas de nous avoir rejoints, d'être là avec nous aujourd'hui pour cette formule table ronde. Et puis peut-être pour ceux qui ne connaissent pas la Fondation Rovaltin, je vous fais une petite introduction à la Fondation. Donc la Fondation, on est une fondation en santé-environnement à but non lucratif reconnu d'utilité publique. Et notre mission principale à nous, c'est de soutenir la recherche en santé-environnement et également les chercheurs en santé-environnement, puisqu'il faut savoir qu'en gros, tout ce qui va être des systèmes de pollution ont un impact soit direct, soit indirect sur la santé des écosystèmes, mais également sur la santé de nous-mêmes, des hommes. Voilà pour la Fondation. Alors, à la Fondation, on a plusieurs projets, mais on a aussi une deuxième mission qui est une mission de communication. Donc, dans un premier temps, on soutient les chercheurs, et dans un deuxième temps, ce qu'on essaye de faire, c'est de retransmettre le fruit de ces recherches vers la société civile, donc vous, à peu près tout le monde, et de façon la plus juste possible. Donc une chose qui nous tient à cœur à la Fondation, c'est que la science nous montre et la recherche nous montre que les choses ne sont pas forcément blanc ou noir. La plupart du temps, il y a une forme de variabilité. Bonjour. Il y a une forme de variabilité et surtout, les choses sont relativement plus compliquées que ce qu'elles ont l'air d'être. Donc notre rôle à nous, c'est aussi de vous apporter un maximum d'informations qu'on pense, en tout cas les plus à jour. Elles ne sont pas forcément les plus vraies. En tout cas, elles sont vraies jusqu'à ce qu'on démontre qu'elles sont fausses. Mais on vous apporte, en tout cas, on espère, une science la plus vraie possible au moment où elle sort. Donc voilà, ça c'est la deuxième mission de la Fondation. Et puis, je ne voulais pas vous assaillir de chiffres, mais je pense que c'est quand même important pour introduire cette table ronde sur les pesticides. Donc pourquoi et comment faire autrement? Il faut savoir qu'il y a à peu près 100 000 molécules chimiques qui sont en circulation en Europe. Et parmi ces 100 000 molécules chimiques, il y en a plus de 70% qui sont très faiblement caractérisées. Alors très faiblement caractérisées, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a très peu d'informations sur leur effet, sur les écosystèmes, sur l'environnement, mais également sur notre santé. Et ça, je pense que c'est quand même un chiffre important qu'il faut retenir. Alors sur ces 100 000 molécules chimiques, on déverse à peu près 60 000 tonnes de pesticides en France, dans nos champs, un peu partout. Donc ça vous donne également une idée un peu massive de ce qu'on déverse dans les champs en termes de pesticides. Alors, pour savoir aujourd'hui pourquoi et comment faire autrement, l'idée de cette table ronde, c'est quand même d'inviter 4 experts que vous avez ici devant vous, sous les spotlights, et surtout de converser sous une forme, dans un premier temps, entre nous, entre eux, et puis ensuite avec vous, avec la salle,
justement sur pourquoi on en est encore à parler de ça, des pesticides, pourquoi on n'arrête pas tout simplement ces pesticides, et surtout comment faire autrement, donc quels sont les enjeux, puisque là on parle quand même du travail des personnes qui travaillent la terre, majoritairement agriculteurs, viticulteurs, maraîchers, et pour eux ce sujet est aussi d'importance et il faut vraiment le prendre en compte. Donc, je la petite zapette. Je vous remercie d'être avec nous les 4 experts aujourd'hui. Mon introduction est terminée. Dans un premier temps, je suis ravie d'accueillir Julia Close. Julia Close est écologue à l'Université de Poitiers et elle est aussi une spécialiste dans la macrofaune et j'espère qu'elle vous expliquera ce que c'est la macrofaune du sol. Oui, si. Oui. Et elle vient de sortir une publication sur les nématodes et les associations de culture. Qui ne sont pas la macrofaune. Qui ne sont pas la macrofaune, mais qui sont la biodiversité du sol. On peut dire ça comme ça. Alors, la biodiversité du sol. C'est bon ? Non, oui. Bon, on fera la macrofaune et ensuite les nématodes. Je vous expliquerai tout ça. Merci. Alors ensuite, on reçoit, merci de ta en tout cas, on reçoit Jean-Marc Bonmatin, qui est docteur à l'Institut de biophysique moléculaire à Orléans. Merci d'être là. Vous êtes un spécialiste en neurotoxiques, donc l'effet des neurotoxiques sur les insectes et notamment sur les abeilles et les pollinisateurs. Donc, vous êtes intervenu plusieurs fois au cours de la réintroduction des néonicotinoïdes, notamment dans les champs de betteraves. Et également, je tenais à dire que vous avez été vice-président d'un groupe de travail international sur les pesticides et les insecticides systémiques. Et peut-être que vous nous expliquerez ce que c'est exactement les insecticides systémiques. Surtout que je le suis encore. Eh ben voilà, vous êtes toujours. Merci. Sophie Dupive, merci d'être là. Donc Sophie Dupive, vous êtes ingénieure agronome. Vous êtes consultante chez Terrae, auditrice chez Terrae, plutôt consultante haute valeur environnementale. Et vous avez un parcours très proche de la nature, puisque dans votre cursus, vous êtes parti 4 ans en Afrique, au Congo et au Togo également, pour vous investir dans des associations environnementales et notamment auprès des tortues marines. J'ai tout bon là ? Parce que j'ai faux jusque-là, maintenant j'ai tout bon. Oui, j'ai tout bon, ok, merci. Armand Heinz, merci d'être là. Donc, last but not least, quand même, puisque donc, vous avez un parcours très atypique. Vous êtes viticulteur, maraîcher, et dans votre CV, on voit, et ça m'a beaucoup interloqué, que vous avez eu du mal à choisir entre une carrière dans la voile et une carrière dans l'œnologie. Peut-être heureusement pour nous, vous avez choisi l'œnologie. Et donc, en 2013, vous reprenez le domaine familial, qui n'avait pas été exploité depuis déjà 2 décennies. 2 générations. 2 générations, pardon. Ça, c'est plus des décennies, décidément. J'en fais. Et donc, vous avez repris ça et maintenant, vous êtes à la tête d'un domaine d'à peu près une 30aine de parcelles dans le Beaujolais. C'est bon ? Et la Bourgogne. Et la Bourgogne. Et puis également de maraîchage, donc 2 jardins en permaculture. Et de l'élevage bovin. Et d'élevage bovin et ovin. Polyculture. Bon, magnifique. Merci en tout cas d'être avec nous. Merci, un plaisir. Allez, pour commencer et pour poser ma première question, déjà un premier constat, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire, il est sorti en février 2021 et je vous le conseille, le rapport du think tank de la Fondation Nicolas Hulot sur les pesticides et l'agriculture. Alors, évidemment, c'est un rapport qui ne couvre pas tout, mais dans ce rapport, il est quand même bien détaillé, notamment le nombre de parcelles et la surface agricole qui utilisent des pesticides en fonction du type d'utilisation de ces pesticides. Et donc, dans ce rapport, on voit qu'à peu près 10% des parcelles agricoles utilisent énormément de pesticides et sont en augmentation, donc souvent les parcelles de grande agriculture. Et puis ensuite, on a à peu près 60% de parcelles qui utilisent de façon relativement raisonnée ou moyenne les pesticides. Et puis, on a à peu près 30% de parcelles en agriculture biologique, ou en tout cas qui utilisent très peu de produits phytosanitaires. Donc, ma première question pour vous tous est celle-ci. Donc, pourquoi on utilise des pesticides? Quelles sont les cultures les plus gourmandes en pesticides? Et surtout, pouvons-nous nous en passer? Bon, je vais essayer de répondre à cette question. D'abord, il faudrait définir le terme pesticide. Pesticides, majoritairement, ce sont des herbicides, donc ça tue les mauvaises herbes, des insecticides qui vont tuer les mauvais insectes, et puis des fongicides qui vont combattre les moisissures ou les micro-champignons.
c'est les 3 grandes classes. Il y a d'autres petites sous-classes, bien sûr, mais on va parler global aujourd'hui. Alors, il faut comprendre qu'il y a le terme cide dedans, comme dans fratricide, parricide, hein, c'est donc fait pour tuer. Et ça amène à une notion assez ancienne de qu'est-ce que c'est qu'une peste. C'est un ravageur, c'est une mauvaise herbe, c'est une moisissure. Après, si on regarde ça dans le cadre de la biodiversité, on peut prendre un peu de recul et se dire que finalement, ce qui est un ravageur pour l'homme n'est pas forcément négatif pour l'environnement ou pour les écosystèmes. Donc, une fois que j'ai introduit un petit peu le terme de pesticide, la question c'était... La question, c'était quelles sont les cultures les plus gourmandes en pesticides et peut-on s'en passer? Ben, c'est pas une culture qui va être la plus gourmande, c'est un mode de production agricole. Si vous faites de la production intensive agricole, vous allez être amené à épuiser les sols. Donc on amène des engrais, sauf à assurer la fertilité des sols, mais à ce moment-là, il ne faudra pas mettre de pesticides, parce que ça tue les micro-organismes du sol, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc des engrais d'un côté, et puis la protection des cultures, soit pour éviter la compétition avec les mauvaises herbes, si tant est que les mauvaises herbes soient négatives pour les cultures. Je pense par exemple à la vigne, où je ne suis pas sûr que les herbes qui est entre les rangs de vigne soient compétitives vraiment avec les cèpes de vigne, pieds de vigne. Je pense à l'arboriculture aussi, où on peut se poser la même question. Donc, ces grandes classes de pesticides, bon, on peut en citer quelques-uns quand même pour donner un exemple, ça va vous rappeler quelque chose. Donc, chez les herbicides, le plus gros dont on parle le plus, qui occupe la part de marché la plus importante au monde, c'est le glyphosate avec la déclinaison Roundup. On en parle beaucoup au sens de la santé humaine aussi. Chez les insecticides, ceux qui se taillent la part du lion, je vais en parler parce que je les connais bien et il y a eu beaucoup d'études là-dessus. Ce sont les néonicotinoïdes. Alors c'est imprononçable comme chose, comme nom, mais on en a entendu parler sous la dénomination gaucho, confidor, etc. en agriculture. Donc c'est le côté arboriculture, agriculture intensive, les céréales, tout ça. Et puis, chez les fongicides, ceux dont on parle beaucoup en ce moment, c'est les SDHI. Alors, c'est là aussi un nom à rallonge en anglais, mais c'est des inhibiteurs du bon fonctionnement de la mitochondrie. Voilà, pour faire simple. Et donc, à travers ces 3 exemples-là, on se rend compte que c'est l'agriculture intensive qui les utilise le plus. Après, on peut se poser la question de savoir si l'agriculture raisonnée, elle est si raisonnable que ça. Je pourrais amener des éléments de réponse. Mais dans un système extrêmement productiviste où on ne parle que de rendement, donc de tonnes de production à l'hectare, effectivement, le monde agricole, il est coincé dans un modèle qui est sorti à la fin de la Deuxième Guerre mondiale où il fallait nourrir les populations parce que les pays étaient dévastés, et il n'en est pas sorti véritablement. Aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir si on a autant besoin de pesticides. Et puis, c'est la question titre, hein. Est-ce que l'usage de ces pesticides de façon immodérée n'amène pas d'autres inconvénients sur l'environnement, sur la biodiversité et sur la santé humaine? Donc, c'est pas une culture qui utilise beaucoup de pesticides, c'est un modèle de culture. D'accord. Donc, on peut pas dire qu'il y a un certain type de culture, par exemple, qui serait plus sujette aux parasites ou pour lesquels on aurait besoin d'utiliser plus de pesticides que de ça. Alors, ce qui s'est passé aussi, c'est que dans ce modèle productiviste, excuse-moi, qui veut intervenir. On a utilisé des variétés très productives, mais du coup, elles sont fragiles. Elles ont besoin de beaucoup de pesticides. Tout à fait. La vigne, c'est un bel exemple hein, en saison végétative. La viticulture, que ce soit bio, biodynamique ou conventionnelle, c'est un traitement par semaine en Bourgogne. Et c'est énorme. C'est énorme. Ça veut dire que le vigneron sort une fois par semaine sa culvée pour aller arroser les vignes. Et je vous rejoins complètement sur le mode de conduite. Le domaine, traditionnellement en Bourgogne, on est en 1 mètre sur 1 mètre. Et là, c'est proche du sol, c'est humide, c'est des variétés très sensibles. Et voilà, on est sur une dose de 1 fois par semaine, par exemple. Et j'ai vu dans d'autres régions qu'on écartait, par exemple, à 2 mètres de large, avec des pieds un peu plus hauts. Et là, j'ai réduit d'1 tiers. Mais sauf que ce mode de conduite-là, il n'est pas autorisé partout dans les appellations de Bourgogne. Et c'est un peu bizarre quand même.
Donc voilà, c'est plus, enfin, tout à fait d'accord sur le fait que c'est plus un mode de conduite, mais clairement, le modèle intensif, aujourd'hui, on est en plein dedans. Moi, clairement, quand on produit, le but c'est de vendre, et on a des marchés en face qui vont toujours moins cher, et donc le seul moyen de compenser, c'est toujours de produire plus. Donc, une fois qu'on est dans ce cercle-là, et c'est très compliqué aujourd'hui d'en sortir, mais ce sera sans doute l'objet de votre question. Quand je vous avais eu au téléphone, vous m'aviez dit ça, vous pourriez présenter là votre modèle, comment vous en êtes sorti en fait avec votre jardin en permaculture. C'est plutôt un échec le jardin en permaculture, puisque j'ai appris de la littérature, je me suis dit, moi ça me fait suer de travailler comme ça. Comment produire sans intrants, pétrole, chimique. Donc sur l'échelle de 3000 m², j'ai fait un jardin en permaculture. Alors quand vous le faites votre week-end, machin et tout, c'est bien. Sauf que moi, le week-end, je dois déjà m'occuper de mes ateliers existants. Donc j'ai embauché 2 salariés. Ça représentait à peu près des charges de 100 000 € par an. Et j'ai vendu pour 16 000 € de légumes, bien qu'ils soient super valorisés auprès de Table et Tollé. Le calcul est assez vite fait. Une entreprise comme ça, elle coule. Donc c'était pas du tout. Voilà où on en est un peu, et il suffit de voir un peu les images. Enfin, c'est un constat de toute manière qui est valable pour beaucoup de modèles agricoles. Et aussi, moi je voulais rajouter, c'est vrai que pesticides, donc il y a 3 grandes catégories, et c'est vrai que pour essayer de répondre à la question détaillée sur quelle est la culture qui en demande le plus, ça va dépendre aussi du climat de la région. Et c'est ce que tu disais, en Bourgogne par exemple, il y a un climat qui est plutôt humide, mais à un autre endroit ça va être plus sec, donc c'est pas la même culture qui va être touchée aussi. Et alors moi la question, alors j'ai fait des petites recherches, alors c'est des données, alors c'est pas sur le maraîchage du tout, mais j'étais surprise, je m'attendais pas à ce que la pomme de terre par exemple soit le plus gros, alors c'est pas forcément la pomme de terre qui en a besoin, mais en tout cas c'est là où il y en a le plus de pesticides, et en fait ça va dépendre de si c'est fongicide, herbicide ou insecticide. Et c'est la pomme de terre, donc c'est des données 2014, je ne suis pas allée non plus trop fouiller, mais je ne suis pas sûre que ça ait beaucoup changé depuis. Mais, alors oui, là c'est des grandes cultures, plutôt grandes cultures légumières céréalières. Donc il y a la pomme de terre qui était pour les fongicides, le colza pour les insecticides, et ensuite tous les autres étaient plutôt dominés par les herbicides, betterave, blé tendre, pois protéagineux, orge et blé dur. C'est les herbicides qui ressortent en premier dans les pesticides utilisés. Voilà, donc ça dépend aussi de... Il y a pesticides et puis il y a qu'est-ce qu'on considère comme type de pesticide dedans. Voilà. Je voulais rajouter. Merci. Et alors à cette question, est-ce qu'on peut maintenant, présentement... Alors je vous remercie d'abord d'avoir levé le problème du réchauffement climatique. On pourra peut-être parler un peu plus tard, mais qui aura un effet aussi certainement sur les cultures, le développement des parasites, la perte de biodiversité. Ah pardon, oui, non. Merci. Et puis, mais par rapport à ça, pour moi, la question ici, c'était aussi, est-ce qu'on peut s'en passer maintenant? Est-ce que ce serait possible, Armand, Sophie, qui la certification, qui a rencontré beaucoup d'agriculteurs, est-ce qu'il serait possible vraiment, physiquement, techniquement, de s'en passer à partir de maintenant? Je pense qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, se passer de pesticides. Demain, 100% des fermes sont bio. Il y a plein de facteurs qui vont rentrer en jeu, et pas seulement notre autonomie alimentaire, parce que là, justement, en plus avec la crise en Ukraine, on en parle parce qu'on se rend compte que l'Ukraine, c'était le grenier de l'Europe, donc on apportait beaucoup de céréales d'Ukraine. Là, on ne sait pas comment ça va se passer, et du coup, on se dit, génial, on va tout produire en France, et on ne sait pas trop comment ça va se passer, et justement, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent en disant, oui, mais si on veut produire, ça veut dire produire beaucoup, et ça veut dire revenir, être toujours dans ce système de pesticides. Donc ça, c'est une partie. Et la deuxième partie, mais je crois qu'on en reparlera aussi plus tard, c'est la formation. En fait, un agriculteur,
il ne peut pas devenir bio du jour au lendemain s'il n'est pas formé. Ça, c'est clair parce qu'on ne travaille pas de la même manière une ferme en conventionnel qu'en bio. Ça nécessite de connaître le sol, de savoir comment il fonctionne. Si on n'a pas ces compétences-là, c'est clair que ça ne pourra pas fonctionner. Donc pour moi, oui, il faut diminuer, oui, mais il faut que ça passe par la formation des agriculteurs. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Parce qu'un sol qui a reçu des pesticides pendant 50 ans, il ne va pas se remettre à produire bio et à produire bien du jour au lendemain aussi. Il va forcément y avoir une perte de rendement au début. Donc, je ne sais pas quelle sera la vie de mes collègues, mais moi je pense qu'on n'est pas, c'est pas quelque chose qu'on peut assumer du jour au lendemain. Oui, on reviendra dessus. 100%, on ne peut pas faire une promesse électorale en disant demain 100% des gens sont bio. D'ailleurs, en parlant électoral, vous en pensez quoi de cette annonce de notre président qui nous demande de produire, enfin pas nous, mais parce que c'est pas moi qui produit, mais qui nous demande d'accélérer la production des céréales, tout ça. Il va falloir qu'il pleuve, hein, parce que... Par contre, là, on dit qu'on a du mal à produire. Mais pourquoi enfin, je ne sais pas si c'est l'agriculture qui demande à des agriculteurs de mettre leur terre en jachère. C'est ça, et donc pour que la terre soit au repos. Donc pendant ce temps-là, ils mettent, c'est pas une herbe spéciale, mais donc ces terrains-là, est-ce que c'est parce qu'ils sont appauvris, on les met en jachère, ou parce qu'il y a trop de rendement? Et c'est pas le but. Alors le fait de mettre une terre en jachère, ça va lui permettre au sol de se reposer. Souvent on met une légumineuse dans une plante qui va apporter de l'azote dans le sol. C'est quelque chose plutôt... Je pense que les jachères, ça se fait aussi de moins en moins. En fait, maintenant, l'obligation, c'est que le sol soit couvert en permanence. C'est ça, donc c'est pas forcément une jachère. En fait, de plus en plus, les agriculteurs ressèment une culture qui va servir de couvert ou d'engrais qui ensuite va réenrichir, mais c'est pas pour rien en fait. Un engrais vert. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais alors, ça existe encore, hein, les jachères, mais c'est vrai que moi, quand je parle avec les agriculteurs, ils parlent plus de jachères, ils parlent d'interculture et qu'est-ce qu'ils incluent et comment ils réfléchissent leur rotation, plutôt que vraiment la jachère qui... Alors, il y en a encore des repousses, on laisse les repousses, mais après, c'est pour réintroduire la matière dans le sol après. Je sais pas, comme vous disiez que vous interveniez d'abord tous les quatre et qu'ensuite il y avait un échange. Oui, mais c'est pas grave, on est souple, hein, on s'est dit. Vous voulez réagir au propos de madame, après, peu importe, voilà, dire que je pense que si on voulait se donner les moyens en tout cas de diminuer les volumes de pesticides, on peut y arriver. Simplement, il faut donner les moyens. Il faut savoir qu'il y a une nouvelle PAC qui vient d'être votée et que cette PAC, elle n'est quasiment rien dans le développement de l'agriculture biologique. On va continuer à donner un peu la conversion et le maintien sur rien. Et elle est entièrement axée sur le productivisme. Donc, et pourtant, il y a des syndicats qui se sont battus pour ça et on ne les entend même pas. Donc il y a une volonté politique. Voilà, donc, et il y a des possibilités, c'est sûr que du jour au lendemain, on ne peut pas y arriver. Repeupler nos campagnes de paysans, ça serait possible aussi, ça prendra du temps. On a mis 50 ans pour faire disparaître, on est passé en 50 ans de 2 millions d'agriculteurs à bientôt plus que 400 000. Et c'est aussi par volonté politique, par souhait d'industrialiser et de faire. Et on n'est pas sorti de ce modèle parce que si vous regardez les détails de la nouvelle PAC, il n'y a rien qui est fait pour remettre en place les agriculteurs. Et la possibilité, c'est de remettre, si on veut arriver à retrouver une agriculture saine, avec moins de pesticides, une agriculture. Alors, je vais me présenter, je suis viticulteur aussi, arboriculteur, et je suis dans un syndicat, la Confédération Paysanne. Donc c'est un combat permanent là-dessus. Et donc on sait qu'il y a des moyens, simplement il faut se les donner. Et que dans le monde, c'est des chiffres, je ne suis certainement pas très précis, mais dans le monde, il y a sur un quart
des surfaces agricoles mondiales, on produit presque les 2/3 des volumes d'alimentation du monde. Et que le reste, c'est que de l'agriculture industrielle et on ne sait pas où elle va. Voilà. Donc il y a un énorme gaspillage et il y a encore des pays qui ont énormément d'une agriculture traditionnelle, qui n'utilisent quasiment pas de pesticides, qui utilisent beaucoup de... Il faut effectivement des gens pour la mettre en œuvre, cette agriculture, mais elle est possible et en tout cas, c'est la seule solution pour sortir de ce système. Oui, bien sûr. Merci. En tout cas, si vous regardez sur le rapport de la Fondation Nicolas Hulot du think tank, ils disent qu'effectivement, parmi les 20 milliards, alors c'était avant, c'était la nouvelle taxe, c'était les dernières années, sur 20 milliards de dépensés par les fonds publics, européens ou nationaux, seulement 11% ont permis vraiment d'agir sur la réduction des pesticides. Donc c'est effectivement assez clair, mais je vous laisserai répondre. Je vais juste répondre. En fait, moi, je suis complètement d'accord avec vous. Je répondais juste au fait, est-ce que demain, on peut dire, oui, c'est ça. Demain, on peut passer tout en bio. Oui, il faut se donner les moyens. Mais si on ne donne pas les moyens, enfin, dans la situation actuelle, je pense que les moyens... Voilà, et le problème, c'est que je suis les gouvernants, ils ont un double discours, de façon générale. Ils nous présentent l'agriculture idéale avec, on voit tout le temps à la télé des beaux reportages sur l'agriculture saine, et seulement dans les faits, et les moyens qui sont donnés à l'agriculture, c'est pas cela. Par contre, on les montre en exemple, et ils fonctionnent, ils fonctionnent de partout. La permaculture, ça fonctionne. Voilà, quand quelqu'un veut le faire, ça peut fonctionner. C'est sûr que c'est compliqué, c'est complexe, et l'agriculture elle est multiple, mais ça fonctionne. Et simplement, il faut donner des moyens et avoir une vraie politique. Il y a une volonté collective aussi, parce que pour la viticulture, on a des cépages qui n'ont pas besoin d'être traités. On n'a quasiment pas un hectare de planté en France. Tout le monde est responsable. Consommateurs, producteurs, distributeurs. Voilà, les cépages en Suisse, ils existent depuis 20 ans. Vous connaissez le Gamaret, le Gara Noir, le Voltis? Et c'est valable pour les vaches aussi. Enfin, les vaches, elles sont ultra sensibles et elles doivent être vaccinées tous les mois. Et donc ça, c'est les instituts aussi qui ne mettent pas, enfin, je me suis déjà énervé contre l'INRA et tout. Ça fait 60 ans qu'on a les mêmes cépages en Bourgogne. Oui, c'est ça. Il n'y a pas eu un seul cépage nouveau qui a été sorti pendant 60 ans. On a toujours les 10 mêmes clones qu'on plante sans se poser de questions. Pendant 60 ans, on a arrosé sans se poser de questions. Et puis là, on se dit, oh bah tiens, faut peut-être se... Vous parliez de ça, vous parliez des semences aussi. Bien sûr, il y a des semences qui sont résistantes et tout. Oui. Du manque de diversité finalement de ces semences fait que les cultures sont plus sensibles ensuite à tout un tas de parasites. Mais pour rebondir à ce que vous disiez là, c'est qu'il y a quand même des groupes qui justement n'attendent pas le gouvernement et qui, comme vous aussi, moi je travaille avec ça venait après. Oui, mais c'est pas grave. Je travaille avec le CIVAM, qui est le Centre d'initiative de valorisation de l'agriculture et du milieu rural, que je ne connaissais pas avant d'arriver à Poitiers, parce que c'est pas développé en Picardie, il n'y a pas de CIVAM. Et c'est vrai que j'ai été très agréablement surprise de leur fonctionnement, parce qu'ils n'ont pas de conseillers, par exemple, ils n'ont que des animateurs. C'est les animateurs qui, sur demande des agriculteurs qui sont au conseil d'administration, vont développer plutôt les matières organiques, plutôt les semences. Et actuellement, le CIVAM de Châtelleraudais avec lequel je travaille, eux sont partis sur un projet de recherche sur l'autonomie des semences. Et leur devise, c'est autonome et économe. Ils le répètent tout le temps. Et en disant, voilà, nous, on a notre territoire, on veut pouvoir être autonome, et comment on va utiliser et sélectionner des semences qui sont sur notre territoire, et économe, parce qu'ils ont démarré il y a 15 ans maintenant, une démarche de raisonnement. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont tous en bio, il y en a beaucoup qui sont en bio, ils ne sont pas tous en bio au CIVAM, mais avec cette idée de réduire et de passer sur au moins une agriculture raisonnée, et surtout sur l'entraide, sur la faisabilité. C'est les échanges qu'il peut y avoir entre les agriculteurs c'est ça qui accélère en fait les démarches, parce que quand là je vais raconter ma vie un peu, mais là j'étais en train de démarcher des agriculteurs pour une nouvelle expérience que je faisais. Mon laboratoire est spécialisé sur les cloportes, donc avec des cloportes. Et
Et en fait, je voyais vraiment la différence entre les agriculteurs du CIVAM qui sont très ouverts, très volontaires pour partager, et même les agriculteurs de la Chambre d'agriculture qui sont suivis par la Chambre d'agriculture. Tout de suite, l'abord, il est plus méfiant et eux étaient déjà sur de l'agriculture de conservation, donc sur du couvert et une réduction du travail du sol. Mais la personne avec qui je travaillais m'a dit, alors l'agriculture de conservation, est-ce qu'il y en a qui connaissent dans la salle? L'agriculture de conservation, pas du tout. L'agriculture de conservation, en gros, elle repose sur 3 piliers, qui est la diversification des cultures, donc plus de cultures différentes dans la rotation. Et le premier pilier, en fait, c'est une réduction du travail du sol. Donc, soit c'est un arrêt total du travail du sol, soit c'est une réduction du travail du sol avec un labour léger par rapport au conventionnel qui va labourer à 25 cm de manière très fréquente. Et sur un arrêt total du couvert du labour, ça va être, on va laisser les cultures en couvert sur le sol. Et puis, le troisième pilier, c'était diversification, arrêt du labour, et je ne me souviens plus du troisième pilier, mais il y en a un troisième. Et en parallèle, il y avait des conventionnels qui, eux, continuent de labourer et de mettre... Alors, je n'ai pas tellement posé de questions sur les pesticides, mais on m'a dit, va pas leur parler tout de suite parce que, déjà, passe d'abord par les agriculteurs en conservation parce qu'ils sont encore réticents à toute expérimentation, donc vas-y à petits pas. Et ça traduit aussi vraiment des mentalités et d'ouverture des nouvelles choses. Et en même temps, c'est parce qu'il y a des gens au CIVAM qui vont créer des événements où ils vont accueillir tout le monde, venez voir ce que nous on fait, qui va faire bouger les conventionnels et vont dire tiens, ah ouais, moi je n'osais pas le faire tout seul dans mon coin, mais eux ils l'ont fait, ils ont fait sur un petit bout de parcelle. Et je parle à un agriculteur, moi en tant qu'écologue, j'ai peu de pouvoir finalement, parce qu'en plus j'ai l'étiquette écologue, écolo, on peut faire l'amalgame aussi. Et donc, un agriculteur qui parle de ses pratiques à un autre agriculteur, c'est ce qui marche le mieux. Et dans tous les articles scientifiques qui parlent des pesticides et des pratiques agricoles, c'est un des leviers numéro 1, en fait, c'est les échanges agriculteurs-agriculteurs. Que ce soit pesticides ou labo. Mais ça, c'est passionnant, peut-être qu'on y reviendra après, parce que l'une des questions, c'était quel est le chemin d'un agriculteur qui voudrait se mettre à réduire ses pesticides ou même à passer en bio. Est-ce qu'il trouve justement une communauté? Est-ce qu'il peut échanger facilement? Est-ce que c'est facile aussi financièrement de faire cette transition? Mais je crois que vous avez une question. Différent. Moi, j'ai un commentaire pour répondre à votre question là, sur les événements en Ukraine, qui crée une situation où finalement la France perd un concurrent. Il faut le regarder comme ça. Et donc le prix des denrées de base, céréales en particulier, a nettement augmenté. Et si on veut cultiver les jachères aujourd'hui, c'est plus pour profiter de cette opportunité de prix élevé, on produit, on vend cher, mais sans changer de système, alors que il y a eu, je crois que c'est hier ou avant-hier, une tribune dans Le Monde où les scientifiques ont dit, puisque les prix sont élevés, profitons-en pour produire beaucoup plus propre, la rentabilité sera meilleure, et donc, ce n'est pas qu'on se réjouisse des événements en Ukraine, mais le prix élevé des céréales peut permettre à des gens qui utilisent moins d'intrants et moins de pesticides d'être bien rentables et de produire pour satisfaire à cette nouvelle demande. Mais en fait, ce qui l'emporte, c'est le business. C'est-à-dire que les gros producteurs de céréales se disent le prix est élevé, je produis le plus possible, parce que n'oubliez pas quand même que la France est excédentaire au niveau de ces denrées-là. Donc c'est pour exporter, c'est pour augmenter le produit intérieur brut, ou surtout ce qui est exporté. C'est moins pour nourrir les populations affamées, je vous rassure, parce que le business l'emporte toujours. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que ce qu'il faut regarder, c'est le coût global. On oublie de regarder le coût global des pesticides. Et effectivement, à court terme, il baisse le prix de production à la tonne pour l'agriculteur. Et donc, comme on est dans un système, c'est le moins cher qui emporte le marché, bien ça favorise cette agriculture intensive.
Mais si on regarde le coût global, on pourra en parler tout à l'heure, pollution de l'environnement, la biodiversité qui est quand même inestimable. Quand une espèce disparaît, elle ne réapparaîtra plus jamais. Elle a mis des millions d'années à s'installer et puis elle disparaît. Et là, ça disparaît très vite. Et puis le coût sur la santé. Toutes ces maladies induites par les pesticides coûtent des fortunes à l'hôpital, à la sécurité sociale, mais ça, personne ne le compte dans la balance. Hein, bénéfices, je baisse les coûts de production, et puis les coûts globaux qui sont énormes. S'il faut dépolluer une rivière, les chiffres sont astronomiques. Qui paye le citoyen, qui gagne le privé. Hein, c'est des bénéfices privés et c'est des coûts publics. Après, je sais pas. Donc il faut se poser cette question-là, des bénéfices coûts. Je ne sais pas si c'est aussi simple que ça, mais je fais juste une parenthèse que nous, on le voit à la Fondation régulièrement, mais indépendamment du type d'acteur, on a toujours beaucoup plus de mal à réfléchir sur le long terme. En général, qui dit long terme dit réflexion vraiment systémique. Souvent, les gens réfléchissent à court terme, et quand on a de la chance, ils réfléchissent à moyen terme. Et j'imagine que pour vous, c'est pareil, vous rencontrez aussi ça, et c'est compliqué, indépendamment du corps de métier, vraiment. On a du mal à passer sur de la réflexion sur le long terme, parce que parfois elle n'est pas juste pour nous, elle est aussi pour d'autres générations, etc. Je vais rebondir, je sais pas si tu veux dire quelque chose, mais sur le court terme, nous en recherche, en fait, on est limité aussi, et donc on a souvent des contrats de 3 ans, parce que c'est le temps d'une thèse, et donc pour avoir des résultats aussi, si on voulait faire des études à très long terme, il faut aussi se dire qu'on a un engagement à très long terme. Donc pour en tant que scientifique, avoir des preuves que les choses fonctionnent, il faut être sûr qu'on puisse avoir des dispositifs de très long terme pour pouvoir dire, voilà, à très long terme, on a en effet des résultats de rentabilité, de rendement, d'exploitation, de biodiversité qui sont comme ça. Sauf qu'en fait, on est aussi, nous, en tant que chercheurs, dépendants de petits financements, en espérant qu'on arrivera à conduire les choses. Alors, il y a ce qu'on appelle des zones ateliers sur lesquelles il y a une réflexion à plus long terme, mais beaucoup de chercheurs sont obligés aussi de réfléchir à court terme, qui peut limiter des diffusions de connaissances sur le long terme aussi, et peut-être aider à adapter les pratiques. Si je peux me permettre de poser une question, il y a quand même une chose qui m'interpelle. Je prends, c'est une avis privé, mais c'est pas grave, c'est pour donner l'exemple. J'achète toutes les semaines un pain sans gluten au bio. Et là, vendredi passé, sont pris à 100%, le double. Alors j'ai téléphoné au gérant de ce magasin, il me dit, oui, moi, en agriculture, donc je dis oui, de 5 et des poussières, ça passe à 7 et des poussières. Je lui dis, il y a quelque chose, j'avais une augmentation de 2,74 €. Je lui dis, je ne suis pas à 2 €, parce que les stocks de céréales, ils ne sont pas encore produits, ils vivent sur leur stock. Donc là, c'est ça qu'on se gargarise de l'augmentation, mais on veut qu'on ait des œillères pour ne pas comprendre. Parce qu'il y a des stocks de céréales. Moi, ce pain sans gluten, il est à base de riz, et quand vous lisez les ingrédients, c'est l'eau en premier, la farine de riz, il y a du sarrasin, etc., du lin, des broutilles après. C'est le riz qui prime. Alors, il m'a dit, il me faisait. Donc, je prends un autre pain, Parce que c'est le prix du marché qui définit les choses. Il y a des événements, le prix du marché augmente, tout augmente derrière. Je veux dire, les pays producteurs de pétrole, c'est un autre exemple, hein, vous voyez à la pompe les prix qui augmentent, mais en fait, l'Ukraine ne produit pas de pétrole. Hein. Donc, en fait, c'est parce que ça augmente le coût des énergies. Je trouve que l'Ukraine, elle a bon dos. Hein. Oui, mais c'est le prix du marché. À partir du moment où on paye le prix du marché, non pas le prix de production. Ça fait un mois que la guerre est déclarée, mais en un mois, ça y est, tout flambe. On nous prend vraiment pour des imbéciles. C'est pour ça, là, je place quelque chose que j'aime bien dire. Le mieux, si vous voulez avoir confiance en ce que vous faites de votre porte-monnaie, c'est de le donner directement au producteur. Et ça, c'est pas évident. Parce que moi, j'ai essayé de vendre mes légumes en locaux.
à part me dire qu'il y avait des chenilles dedans, personne n'en voulait. Plutôt que d'aller au supermarché aussi, voir directement à la ferme, ça peut être un bon levier. Alors ici, je pense que tout le monde a une sensibilité. Mais bon, après, on avait tous des journées très compliquées, très bien remplies. Mais un agriculteur, quand il vend à un grossiste, qui en vend à un autre grossiste, qui en vend à une coopérative, qui en vend à un grossiste, qui en vend à l'Intermarché d'à côté, l'agriculteur, il ne gagne pas sa vie en travaillant comme ça. Merci à vous. Pour revenir avec cette question des pesticides, là, on parlait de volonté politique, évidemment, de coût financier, du business, évidemment. Je vous ai entendu Mme Henry tout à l'heure parler de transition en disant qu'un sol, s'il avait été habitué pendant des décennies à recevoir des pesticides, on ne peut pas passer du jour au lendemain. Donc, ma question, c'est combien de temps est-ce qu'on a des recherches là-dessus? Combien de temps on peut passer? Et est-ce que la rentabilité, c'est un terme qu'on entend beaucoup aujourd'hui, elle décroît tranquillement pendant cette période-là, ou bien ça passe par des creux et ça remonte? Qu'est-ce qui se passe? Alors, bon, je pense qu'on peut trouver plusieurs chiffres. Je ne sais pas si vous avez des chiffres, vous. Je n'ai pas de chiffres en tête. Je pense que ça dépend aussi beaucoup de la qualité du sol. En fait, on en revient aussi au territoire et ce qui a été apporté dessus. Il y a je ne sais pas si vous connaissez M. Bourguignon, qui vous les connaissez. Oui. Voilà. Monsieur et madame. Monsieur et madame. D'ailleurs, c'est vrai que c'est monsieur. Madame et monsieur. Il estime qu'il faut 5 ans pour un sol retrouve sa vie et sa richesse. Voilà. Ça vaut le coup d'aller voir Sébastien Blache à Montélier, qui a repris des terrains qui étaient en agriculture conventionnelle, qui sol nu, enfin c'était un désert, et qui en a fait quelque chose d'extraordinaire. Donc ça vaut le coup, et en je sais pas, une vingtaine d'années, pas si longtemps que ça, quoi. Il a créé un univers avec une biodiversité. C'était un ornithologue à la base, donc, qui avait vraiment cette sensibilité-là, qui a voulu tout remettre il a ramené de la vie. C'est vraiment, et là, c'est un bel exemple. Et tout à l'heure, vous évoquiez le chemin d'un agriculteur qui a envie de changer de façon de procéder. Justement, s'il faut 5 ans, s'il ne peut pas un agriculteur tout seul ne peut pas s'arrêter pendant 5 ans. Donc, est-ce qu'il y a des études, des procédés compensatoires où certaines personnes parce que pendant 5 ans, il faut soutenir. Est-ce qu'il y a des études là-dessus? Moi, je pose mes questions aujourd'hui. Alors, il ne bascule pas toute sa production. Il y en a beaucoup qui. Bon, avant de repartir sur cette question de la solitude de l'agriculteur et de comment il fait. Pardon. Du coup, juste le rendement. Quand on parle de rendement, on dit tout le temps, on entend tout le temps cet argument, mais si tout le monde se passe de pesticides, si on passe tous en agriculture biologique, on n'aura pas de quoi manger. Donc cette question, je vous la pose à vous tous. Cette question du rendement, est-ce qu'effectivement on a une perte de rendement en agriculture biologique? On veut arrêter les pesticides, mais on ne change pas la souche. C'est comme si on avait un drogué, puis qu'on lui arrêtait sa drogue. Il ne va pas être en super forme. Les plus belles vignes que j'ai vues l'année dernière, qui était une année hyper tendue d'un point de vue pression phytosanitaire, c'était celles qui étaient super labourées, super rognées, super désherbées, super tout. Et moi, avec mes enherbements, les vignes, elles ressemblaient à rien. Parce qu'en fait, on a une variété qui a besoin d'être traitée. Si vous ne la traitez pas, elle ne va pas être bien du tout. Donc il faut retrouver des variétés résistantes. Et pour répondre à votre question, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, un agriculteur qui travaille en conventionnel, on imagine quelqu'un qui fait des céréales. Il a son exploitation céréales en conventionnel dans lequel il balance de l'engrais sans réfléchir, ses pesticides sans forcément réfléchir non plus, ou parce qu'il est conseillé par des chambres d'agriculture ou par des conseillers anciennement dans les coopératives, parce qu'ils n'ont plus le droit, mais... c'est toujours lié. Moi, c'est toujours la même personne de la coopérative qui me donne des conseils. Et elle n'a plus le droit depuis. Ils ont changé de société, ils ont changé de casquette, mais c'est toujours la même personne. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, si en fait elle réfléchit pas à son exploitation de manière globale et qu'elle dit juste je vais garder la même variété et je vais faire mon blé de la même manière en bio, ça ne marchera pas, quoi.
parce que c'est sûr que son rendement, il va se casser la gueule et qu'il n'y arrivera pas. Mais par contre, il faut réfléchir, peut-être, il va faire une autre rotation, il va utiliser d'autres variétés, il va apporter un engrais, enfin, il va pas apporter d'engrais chimique, il peut apporter un engrais du compost. Voilà, il y a toute une réflexion derrière qui peut lui permettre d'avoir un système différent et quand même de vivre avec les aides de sa production. Concernant les droits des agriculteurs, tout le monde avait compris qu'effectivement le changement de mode de production est compliqué pour l'agriculteur. J'ai vu dans le monde récemment qu'un tiers des agriculteurs en France envisagent de prendre leur retraite d'ici 3 ans. On parle de 161 000 agriculteurs qui sont 55 ans et qui envisagent d'arrêter leur activité. Et dans le même temps, quand on regarde les successions, on s'aperçoit qu'il y a une concentration des agriculteurs. C'est-à-dire qu'on observe que vraisemblablement, on ne va pas avoir 160 000 agriculteurs qui vont prendre la place de ces 560 000. On a une concentration, on a donc une difficulté pour l'installation des nouveaux agriculteurs. Or, sans doute, ça peut être une véritable opportunité. Autant il est difficile à quelqu'un qui fait un métier depuis 30 ans de lui dire t'as tout faux, il faut changer et il faut voir les choses autrement. Autant sans doute sur les nouveaux agriculteurs, ceux qui vont s'installer, il y a un travail à faire qui sera plus facile, plus productif, pour prendre un terme un peu galvaudé, plus productif, plus rentable en tout cas, et surtout générateur d'espoir. La question c'est comment on peut l'aider. Alors j'entendais l'agriculteur tout à l'heure par rapport à la PAC, effectivement le schéma qui a été pris par le gouvernement français, mais européen aussi, ne va pas dans ce sens. Il n'aide pas l'installation des agriculteurs qui s'engagent dans un mode alternatif. Et la question, c'est comment on pourrait faire en sorte pour peser politiquement là-dessus, en sachant qu'il y a un autre axe sur lequel on peut agir en tant que consommateur. On s'aperçoit que bon nombre de chaînes de distribution ont leur rayon maintenant au bio, tout le monde, tous les deux. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a aussi, s'ils le font, c'est pas par bonté d'âme, c'est parce qu'effectivement, il y a du fric à faire. Et donc, en termes de consommateurs, ce que M. S a dit, il y a sans doute aussi des choses sur lesquelles il faut peser pour exiger que le consommateur, faire en sorte que le consommateur exige des produits de qualité, des produits qui ne mettent pas en danger la sienne et puis celle de la planète. On a parlé de formation des agriculteurs qu'il faut qu'ils soient formés, mais le consommateur, il doit aussi être formé. Et on dit aujourd'hui, tout le monde veut manger bio, tout le monde veut manger sain, etc. Mais non, il y a là, en 2020, les chiffres du bio, ça a explosé, peut-être aussi avec le confinement, les gens étaient plus prêts à manger local, etc. Aujourd'hui, il y a des filières qui sont saturées, c'est-à-dire il y a par exemple le lait et les œufs. En fait, tous les gens qui étaient convertis, qui avaient des fermes de poules pondeuses, aujourd'hui, ils arrêtent le bio parce qu'il n'y a plus de marché en face. Et que les supermarchés déclassent même les œufs en plein air alors que c'est produit bio, quoi. Juste, est-ce que je peux faire une autre remarque pour répondre à monsieur, en fait, par rapport à la possibilité d'installer des agriculteurs, c'est un vrai parcours du combattant pour quelqu'un qui veut s'installer aujourd'hui, agriculteur, pour trouver des terres. Et il y a énormément de gens qui souhaitent faire cette démarche, des gens qui sont partis qui ont fait des études de tout autre et qui veulent faire une reconversion. Et c'est un vrai parcours du combattant, ne serait-ce que pour trouver des terres, parce que le système fait que c'est très confidentiel, les terres. Et je vais citer un organisme qu'il faudrait vraiment réformer, c'est qui est pas clair avec sa façon de faire. Ça devrait être son travail de redistribuer les terres à ceux qui n'en ont pas et qui veulent vraiment, qui ont une volonté de s'installer et de travailler. Et c'est un vrai problème, la concentration des terres dans les mains d'agriculteurs de plus en plus gros. D'ailleurs, l'Ukraine, c'est un bel exemple, parce que l'Ukraine, c'est l'exemple même de l'agro-industrie. Et d'ailleurs, pour une petite anecdote, apparemment, il y a plusieurs Français qui sont installés là-bas et qui ont des énormes, quand on dit énorme, c'est 20 000 hectares, c'est voire plus, et qui se sont barrés. Et qui, du coup, maintenant, ont laissé leurs terres là-bas parce qu'il y a un conflit. Et les terres, il n'y a plus personne pour s'en occuper, il n'y a plus de gérant. Voilà. Et que
une agriculture avec beaucoup d'agriculteurs qui travaillent, ils le travailleront beaucoup mieux. Et il y a des organismes qui font un énorme travail là-dessus, notamment Terre de Liane, voilà, qui vraiment cherchent à trouver des solutions pour installer. Mais c'est vraiment compliqué de retrouver les terres. Vous allez bien en avance dans la fin de mes questions, mais effectivement, c'est quelque chose, ça, le fait d'avoir des parcelles plus petites, en tout cas, comment on pourrait dire, de reparcelliser, vous l'aviez abordé tous, chacun d'entre vous. Je voulais ajouter deux choses que je voulais dire. En effet, ça, tu l'as dit, mais c'est par rapport si on revient aux pesticides, c'est vrai que dans les méthodes qui existent pour alléger l'utilisation de pesticides ou arrêter les pesticides, dans les méthodes naturelles, notamment pour favoriser la lutte biologique, il y en a qui fonctionnent, mais c'est souvent sur des petites parcelles. Et en fait, ce qui ne fonctionne pas, c'est sur les très grandes parcelles. Et donc, voilà, si on revient aux pesticides, bah, finalement, les tailles de... Ça dépend. Moi, j'ai des contre-exemples. Oui. Mais je voudrais répondre à la question, est-ce qu'on peut nourrir le monde avec un système agricole qui serait différent? Mais la réponse, c'est oui. Parce que là, il y a des études qui ont été publiées là-dessus. Moi, je me suis intéressé à ça, au titre de l'Agence nationale pour la sécurité alimentaire, environnement, qui a un nom à rallonge, l'ANSES. Et il apparaît que c'est tout à fait possible, même en prenant en compte la croissance de la population mondiale sur les 10-15 prochaines années, mais à 3 conditions. Il va falloir d'abord ne pas gaspiller. C'est le gros morceau qui s'en va à la poubelle. Donc les productions agricoles doivent être consommées, pas jetées à la poubelle. La deuxième condition, c'est celle-là, tout le monde la connaît, elle est plus controversée, c'est peut-être utiliser moins de denrées agricoles, céréales, tout ça, pour nourrir le bétail, c'est-à-dire pour nous, consommateurs, moins manger de viande. Bon, ça, on le sait. Alors, il y a ceux qui aiment la viande, comme moi. J'ai un peu plus de mal avec cet argument, mais c'est un fait. Dans les sociétés développées, on mange beaucoup trop de viande, et la viande a un coût exorbitant écologique. Bon, alors ça, en tant qu'éleveur, ça m'énerve un peu quand j'entends ça. Alors, parce qu'on est en train de faire un cliché sur l'élevage, alors que quand même beaucoup de fermes en élevage, elles sont autonomes, oui, elles sont dans un paysage de bocage. Alors, c'est pas la même chose. Alors que la grande culture, je parle de l'élevage industriel. Les produits, enfin, faut regarder le travail d'élevage, c'est quand même très haut de gamme. Faut pas dire, faut arrêter de manger de la viande. Faut arrêter de manger de la viande de merde. Voilà. Mais dans souvent, on fait le raccourci. Faut manger moins de viande. Faut manger du steak végétal et tout. Sauf que je vais vous emmener dans les champs qui produisent des steaks végétaux. Bah, vous allez être bien mieux dans une ferme en bocage. Donc, ça, je voulais relever quand même. Je suis d'accord. C'est cette viande industrielle qu'il faut éviter. Et le troisième point, quand même, je finis, c'est il faut utiliser les terres agricoles pour faire des denrées alimentaires. Des biocarburants. Et c'est ce qui est en train de se faire en ce moment. Hein. La production de biocarburants, donc et là aussi c'est pareil, c'est rentable. Le bioéthanol, il devient rentable. Si on utilise les terres agricoles pour faire tourner nos moteurs de voiture, on va manquer de terres agricoles, oui, c'est sûr, pour produire des denrées alimentaires. Peut-être avant de prendre votre question, je vais laisser Julia. Je voulais juste rajouter un quatrième élément, c'était le mieux aussi, parce que là on parle beaucoup de la quantité, mais il y a le mieux aussi. Il y avait une étude qui date un petit peu maintenant, mais est-ce qu'on a besoin d'autant de céréales par rapport à une alimentation diversifiée avec plus de noix par exemple, en termes de besoins alimentaires dont on a besoin. Et donc il y avait ce qu'on appelle le fossé alimentaire, je crois, le fossé entre ce dont on a besoin et ce qu'on produit. Et on produit beaucoup trop de certaines choses et vraiment pas assez d'autres choses. Donc il y a un rééquilibrage aussi à faire pour pouvoir effectivement nourrir mieux tout le monde avec ce dont on a besoin aussi en termes de nutriments. Oui, parce que la qualité nutritionnelle de certains produits a fortement diminué avec les productions industrielles. Donc là, repenser tout le système agricole, une redistribution des parcelles, une redistribution éventuellement des produits. C'est toujours aussi sur les variétés, enfin, on revient aux variétés. C'est des variétés. Est-ce que ça correspond à la capacité des foyers, on va dire, moyens ou petits revenus, est-ce qu'ils vont pouvoir se nourrir quand même, quoi. Parce que bonne qualité, c'est souvent bon prix aussi, quoi. C'est une excellente question. Comment ils font ces gens-là, bien sûr, pour le consommateur. Je peux vous dire en tout cas que moi, le prix auquel je vends mes viandes, je sais que tout le monde ne peut pas les acheter comme ça. Mon projet, c'était d'être le plus global possible, mais j'ai bien vite vu quand j'ai fait mes comptes
que si je sortais pas un tel prix de kilo, c'était pas la peine, hein, et je retombais dans de l'intensif. Donc c'est pour ça que je vends à des tables étoilées. Et ouais, alors moi je suis très triste parce que je voulais essayer de satisfaire un maximum de consommateurs, mais j'ai bien vu que c'était pas possible. Est-ce que dans le moins mais mieux, est-ce que si quelqu'un achète ta viande une fois par semaine plutôt que d'acheter 7 fois dans la semaine un truc Il y a des clients comme ça, évidemment. peu cher, est-ce qu'on s'y retrouve aussi? Mais je suis pas sûr que ce soit une grosse part de la population. J'ai pas de chiffres assez forts pour appuyer ça. Mais je vois quand même les clients que j'ai qui viennent soit à la ferme, soit acheter mes vins. Et en général, c'est le cadre moyen supérieur. Enfin, je vais être clair, quoi. Oui, ça, la dépense alimentaire, c'est... J'ai pas une vision assez large, je donne juste moi ce que je vois au niveau de mon exploitation. Ouais, c'est vrai. Monsieur avait une question là-bas depuis un... Je suis un des rares agriculteurs dans la salle, donc pas nombreux. Voilà. Donc je rejoins madame quand elle parle de consommer des noix, je suis producteur de noix. C'est dans le sujet. Après, pour revenir sur les propos de monsieur, il y a énormément de gaspillage alimentaire. Il faut savoir qu'il y a un tiers de l'alimentation du Nordais qui est jeté. Voilà. Et ça rejoint avec ce que fait le consommateur. C'est que vous êtes tous acteurs de ça, moi y compris. On est tous citoyens. S'il y a du gaspillage, c'est parce qu'on crée ce gaspillage. Si on acceptait des fruits, des denrées qui soient avec des défauts, on n'aurait pas autant de gaspillage. Voilà. Et après, sur la qualité de ce qu'on achète, les agriculteurs, ils produisent ce qui est consommé par les consommateurs. S'il n'y a pas de marché en face, ou si les ventes, la grande distribution, les industriels n'avaient pas créé cette demande-là, les consommateurs achèteraient d'autres choses. Donc, on produit ce qu'on nous demande de produire. Moi, je n'ai pas fini. Sur la viande, je suis bien d'accord. J'habite dans la grande pécoline. On a des prés qui ne sont pas mécanisables. On en fait quoi demain? Si on n'a plus d'animaux pour faire de la viande. Voilà la viande, comment il faut la produire. Il faut arrêter de toujours se projeter dans le monde entier. On est au niveau local, là. Le confinement a fait rappeler ça, qu'il y avait des agriculteurs à côté de chez vous qui étaient prêts à produire des aliments de qualité. Vous pouvez leur demander comment ils travaillent, qu'ils soient en bio ou pas. D'ailleurs, là-dessus, il faut savoir que le bio utilise des pesticides. Moi, je conduis mes noyers en bio, je traite plus que des conventionnels, parce que les produits qui sont homologués en bio sont un peu moins efficaces et durent moins longtemps, donc il faut passer plus souvent. Mais c'est une parenthèse. Voilà. Donc après, allez voir les agriculteurs, allez discuter avec eux sur leurs pratiques. Non, c'est pas une parenthèse, c'est vraiment intéressant. Oui, c'est important parce qu'on en vient. Non, mais pour les consommateurs, de savoir, par exemple, on n'a pas de genre de propos, mais par exemple, ça c'est intéressant et on discutait beaucoup avec Sophie, que pour un consommateur, qu'est-ce que ça veut dire une certification bio? On ne le sait pas, ça forcément. Qu'est-ce que ça veut dire une certification haute valeur environnementale exactement? Moi, je disais, j'ai vu ça, j'ai l'impression qu'on me vendait des petits papillons. Mais c'est pas tout à fait comme ça. Donc il y a ça aussi, le consommateur, il faut qu'il soit informé le mieux possible de ce que ça veut dire exactement ces certificats. Oui, je vais juste en finir parce que je peux parler des heures. Pour revenir sur la noix, par exemple, on a un insecte qui est apparu fin 2008, qui s'appelle la mouche du brou, qui est arrivé avec les transports, qui est arrivé d'autres pays par des containers, par des avions. Voilà. Donc on subit ça, nous. La mouche du brou, il faut savoir qu'avant on n'avait pas de traitement à faire, ça nous allait très bien. Elle est arrivée, qu'est-ce qu'on fait? Sans traitement, on a 80% de notre récolte qui part, qui est détruite. Comment on fait? Est-ce qu'on essaie de lutter contre ou est-ce qu'on fait rien? Donc, on lutte avec les moyens qu'on nous donne. Je suis par ailleurs impliqué dans une station de recherche où on travaille sur des méthodes alternatives. C'est très long, comme l'a dit madame. Maintenant, on a des appels à projets qui sont sur 3 ans. C'est trop court, surtout sur des productions. En maraîchage, ça peut s'entendre parce qu'on a des récoltes qui sont courtes. Mais en noix, on a des arbres qui commencent à produire au bout de 15 ans. Vous vous rendez compte, le pas de temps de la recherche pour trouver des choses. Donc, c'est très compliqué. Donc, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Et moi, il faut qu'on arrête d'opposer un peu tout le monde. On travaille tous ensemble avec des approches différentes. Les agriculteurs, il faut savoir qu'aujourd'hui, ils sont aussi formés que nos conseillers. On était à l'école ensemble avec eux. On a fait des BTS, on a fait des diplômes d'ingénieur agronome. Donc, on a notre propre outil décisionnel au sein de notre exploitation. Nos parents n'étaient pas comme ça. Ils n'avaient pas de niveau d'études. Oui, ils écoutaient les conseillers aveuglément. Mais ça a changé. Il y a une mutation qui se fait, mais on était très mauvais communicants et on n'arrive pas à le faire savoir. Mais ça, c'est intéressant. Non, mais ça, c'est intéressant, par exemple, parce que si on revient sur le fait d'un agriculteur ici, par exemple, qui voudrait changer, qui voudrait tester des choses, etc., qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut contacter votre association? Est-ce qu'il peut travailler avec vous sur ça? Mais on le fait déjà au quotidien et on fait de la vulgarisation, on fait des réunions, on fait des rencontres en coup de chat sur les TCS. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Frédéric Thomas.
sur la couverture des sols, sur des choses comme ça. On travaille là-dessus. Voilà, moi, en production de noix, j'avais une production de chèvres en transformation fromagère. J'ai arrêté parce que tout seul, j'y arrivais plus. Ben, je remets des moutons sous les vergers pour faire pâturer les vergers noyés. Voilà. Je remets du fumier sous mes vergers en ce moment aussi. Parce qu'on se rend compte que ben, ça favorise la vie du sol et que c'est pas uniquement de l'azote, de la potasse et du phosphore. Donc tout ça, on le sait. Mais les mutations, on a une récolte par an. Ça va très lentement. La société nous demande tout de suite. Donc il faut nous laisser le temps et nous accompagner. Mais je pense que l'accompagnement, vous le savez, mais moi je pense que tout le monde ne le sait pas. Moi je pense que j'ai rencontré des gens qui géraient des domaines en tant qu'ingénieur agronome, et quand je leur dis comment ça se passe pour ils ne savaient pas ce que c'était une légumineuse. Il était ingénieur agronome, il travaillait dans un domaine. Et ils ne savaient pas ce que c'était. Donc moi, je pense que sur la même échelle, sur nos territoires, on n'est pas du tout là-dessus. On a des fermes en polyculture élevage. La moyenne des exploitations, elle fait 30 hectares ici. Donc voilà. Et on est sur des petits modèles. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Il ne faut pas toujours comparer et faire une généralité des choses. On ne fait pas une généralité, mais non, tout le monde voilà, dans le contexte local, après, quand même, pour rebondir là-dessus, le changement climatique, la perte de biodiversité, elle va être partout. Enfin, on ne sera pas exempt de ça. Donc, aider aussi les autres à changer de mode de culture, c'est bien. Je voulais dire par rapport à la formation, j'ai fait une école en agriculture dans le Nord et je continue de recevoir des brochures et on me parle à peine de transition écologique, ou alors la seule transition écologique qui existe, c'est le GPS, parce qu'en effet, ça permet d'améliorer le... Ça marche pas chez nous. Ça permet, dans le Nord, hein, c'est à Lille, voilà, les Hauts-de-France. Mais je pense pas que l'école d'agriculture, peut-être la plus proche, ça doit être à Lyon, l'ISARA. Voilà. Leur programme, moi j'ai fait la même école à Toulouse. On ne parle pas on va nous parler de travail du sol, mais on ne va pas nous parler de horticulture végétale. Moi, je fais tout à fait pur temps. Oui, mais j'ai fait l'ISARA. Voilà, mais enfin, est-ce qu'on t'a parlé de tout ça? Non, exactement, c'est ça. Vous allez voir ce qui se passe sur les fermes en ce moment, vous verrez, il y a une mutation profonde. Ah, mais bien sûr, mais c'est juste parce qu'on parlait des formations, et moi, je déplore de recevoir dans ma boîte mail au moins l'équivalent, de dire, ok, il y a les GPS, mais pas que, il y a aussi tout ça qui existe, et en fait, c'est des gens de mon école, et donc, je me dis, mais non, il y a plein d'autres choses, et c'est ce que je regrette, moi, de ne pas avoir eu dans mon école, qui est une école d'ingénieur, et qui était très conventionnelle dans tous les intervenants, très peu et il n'y a pas si longtemps. Oui, c'est ça, la formation, mais c'est ça que... C'est ça, et c'est ce qui m'a manqué, ce qui a fait qu'après, j'ai bifurqué sur autre chose en agroécologie, parce que ça ne me correspondait pas. Ça ne veut pas dire que sur le terrain, il n'y a pas plein d'initiatives. Et je pense qu'effectivement, c'est comme ça. Mais elles ne sont pas relayées. C'est comme ça que ça doit marcher. Enfin, moi, quand je fais des audits et que je vais chez un agriculteur pour un audit initial, qui est le premier audit, en fait, quand il se convertit, la première chose que je lui dis, c'est qu'il faut que vous fassiez un réseau, pour que vous alliez voir chez vos voisins qui font du bio, parce que c'est là où vous verrez les erreurs à ne pas faire, ou ce qui marche chez lui, qui va marcher chez vous, parce que c'est votre voisin et parce qu'il a déjà testé des trucs. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la situation, il faut regarder la journée ou la semaine d'un agriculteur. On est entre 70 et 80 heures par semaine. Un éleveur, il doit se lever la nuit pour faire des vélages. Des fois, l'accompagnement comptable est proche de la catastrophe. Le règlement des factures, il se fait entre deux traitements. Il y a des fois où c'est quand même pas... Et quand on lui demande de faire des évolutions, il faudrait déjà qu'il maîtrise ce qu'il fait, qu'il ait un regard un peu de recul sur ce qu'il fait déjà au quotidien. Et dans pas mal de fermes, c'est quand même pas... Parce que aussi, il y a un mauvais cadre. La transmission, c'est un dossier, mais qui est pas travaillé du tout, quoi. Parce que les notaires font pas leur boulot, parce que les avocats sont pas présents pour accompagner. L'administratif rural, on en parle très peu, mais c'est pas quelque chose qui aide les agriculteurs non plus à aller de l'avant. Même si sur votre secteur, c'est très bien ce qu'on a entendu. Mais moi, je vois dans les secteurs, l'élevage par exemple en Côte d'Or ou Saône-et-Loire, quand on discute avec des collègues, on est là, mais mec, comment tu fais pour... c'est pas étonnant qu'il y en ait qui se pendent, quoi, je vous le dis. Est-ce que là, on pourrait vous entendre sur le problème de santé?
selon quels sont l'impact sur la santé autant des agriculteurs et agricultrices que des consommateurs. Peut-être on passera à la question après. Je ne sais pas si la question est en relation avec ce qui vient d'être dit de monsieur. Pas tout à fait, mais ça rejoint peut-être. Je voulais demander à Lupi si elle pouvait nous donner des éléments sur les critères de certification. Comme on l'a entendu tout à l'heure, vous savez, dans le bio, il y a aussi des intrants. Donc, actuellement, les normes qui attribuent à un produit ou à une production la norme bio, est-ce qu'elle identifie, vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y avait 100 000, enfin de l'ordre de 100 000 intrants possibles, molécules possibles, il est évident qu'elles ne sont pas toutes répertoriées pour ce qui est de leurs conséquences sur la santé. Donc, une procédure de certification, est-ce qu'elle va accorder un label bio, entre guillemets, avec sur la non-utilisation d'un certain type de produit, puis le reste, on ne sait pas trop. Enfin, comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éclaircissements sur, en résumé, quelle confiance peut-on faire à un label bio? C'est très bien que, moi, en tant que consommateur, j'ai l'impression que c'est mieux que ce qui n'est pas bio, en termes de risque sur la santé, tout en disant qu'il y a simplement des limites. Donc, c'est une limite. Alors déjà, oui, bio, ça ne veut pas dire sans pesticides. Il y a des pesticides qui sont, on dit UAB, c'est-à-dire utilisables en agriculture biologique. Il y a, en fait, le règlement européen, il a une liste. Il dit bah, tous ces produits-là peuvent être utilisés en agriculture biologique. Tout le reste ne peut pas. Et après, c'est les homologations de produits en fait qui se décident. Il y a des pesticides en bio. On peut utiliser du cuivre, on peut utiliser. Il y a plein de produits qui peuvent être utilisés, du soufre. Des insecticides encore plus puissants que des insecticides Ouais, conventionnels. le viré-vert. Mais bon. Il faut déjà dire qu'en agriculture biologique, on peut utiliser tout ce qui est produit de synthèse. Voilà. Et déjà, donc, tous les produits qui sont homologués en bio, c'est des produits qui sont dits naturels ou en tout cas extraits de. Voilà, mais ça ne veut pas dire, quand on dit un produit naturel, ça ne veut pas dire, par exemple, si on prend l'exemple du viré-vert, ça ne veut pas dire qu'il est moins nocif. Alors, en tout cas, ils ne sont pas pénétrants, ils ne sont pas systémiques. Donc, c'est pour ça qu'il y a ces problèmes. C'est pour ça qu'il y a le problème du fait que, comme ils ne sont pas systémiques, ils peuvent avoir une durée dans le temps sur le végétal qui est plus courte. Le cuivre et le soufre, c'est des produits qui sont utilisés depuis 200 ans, depuis le milieu du 19e, parce qu'effectivement, même le mildiou sur la vigne, c'était une maladie qui n'existait pas en Europe et qui a été ramenée des États-Unis. Et c'est pour ça qu'on a été obligé de changer nos plans, parce qu'on avait on a changé nos plans à cause du Phytophthora, et les nouveaux plants qu'on a utilisés, ils étaient encore plus sensibles au mildiou. Donc, le traitement, le cuivre, ça appelle. En tout cas, c'est des produits qu'on ne retrouve pas dans l'aliment, la plupart du temps. Et, après, ils ne rentrent pas dans les vivants. Et il y a les engrais aussi. Il y a une énorme différence entre un engrais naturel et un engrais qui vient de la pétrochimie, qui a demandé énormément d'énergie. Parce que moi, ça me fait sourire des fois quand on me dit on est viticulteurs et nous, on va, comme l'année dernière, on a fait ouais, beaucoup plus que. Je vous rejoins entièrement sur tout ce que vous avez dit. On a fait sur les quantités de traitements en bio qui sont beaucoup plus importantes. On en a eu plus beaucoup, on passe plus de fois. C'est pas forcément. Mais après, moi, on a essayé de lire, mais c'est documenté. Quand on pense déjà, nous, on apporte de l'engrais organique. Et en voisin, sans parler des glyphosates, des insecticides et des fongicides, rien que pour l'engrais, toute l'énergie qu'il a dépensée, cet engrais ça vient souvent de Russie, ça vient de la pétrochimie. Tous les gaz à effet de serre qu'il dégage, c'est pas du tout comparable à un engrais organique. Et toutes ces choses, tout ce qui peut avoir un aval, ça se mesure pas. Et nous, il y a un collègue paysan qui nous dit ah, mais vous avez traité 3 fois plus que nous. Ça, vous avez dépensé du gasoil pour le tracteur. Mais essayons de comprendre aussi toutes les choses. Dans la globalité. Et je pense, moi je suis agricultrice depuis Paris, mais j'étais chimiste avant. Et
Et on ne peut pas comparer les cuivres et les soufres à des fongicides. C'est un certain, ça peut pas se comparer. Non, mais je l'ai dit dans le sens pour pas que les gens pensent que bio ça veut dire zéro pesticide ou zéro résidu non plus en fait. Mais ça, parce que c'est pas nos indécis. Mais ça, voilà, après c'est le deuxième point. Mais après le bio c'est quand même, comme vous l'avez dit, mieux que ce que vous allez prendre en conventionnel. Et pour le consommateur. Pour le consommateur et pour l'environnement. Non, mais on ne sait pas trop à quoi. On n'a pas d'étiquetage très informatique, par exemple, sur ce qu'il n'y a pas ou ce qu'il y a. Après, vous voulez nuancer aussi. Pardon. Vous pouvez lire la réglementation bio qui est très très. La première ligne en haut de la réglementation bio, c'est qu'il y a écrit « Ce texte n'engage pas les institutions qui l'ont rédigé ». Moi, quand j'ai lu ça, ça m'a bien fait rire quand même. C'est la seule certification qui est restrictive et qui interdit certaines pratiques. Parce qu'après, il y a beaucoup de choses, on peut parler du HVE aussi, une belle invention, mais le règlement AB, c'est vrai que si on regarde que la réglementation, après il y a aussi toute la philosophie AB, effectivement on peut faire aussi du AB industriel et qui des œufs produits dans des poulaillers de 20 000 poules ou autres, voilà, il y aura certainement ou des élevages intensifs, on peut discuter dessus. En tout cas, il y a un règlement qui est restrictif, qui interdit énormément de produits. Oui, en fait, il y a une liste positive, qui est positive. On a le droit d'utiliser que ce qui est dans la liste. Voilà. Donc il y a un vrai, c'est la seule certification qui interdit. Donc l'agriculteur doit se soumettre à ce règlement et ne peut pas utiliser ces produits. Il ne peut pas utiliser de désherbant déjà. Rien que ça, désherbant, enfin voilà, le sol, bonjour quoi. Je suis pas tout à fait d'accord parce que chez nous, clairement, les gars qui labourent, il ferait mieux de désherber chimiquement. Je fais le test, on prend une pioche, on va voir le sol. Dans des sols argileux, c'est du béton. Et moi, j'ai récupéré après 2 générations de pas exploitées personnellement. J'ai récupéré des parcelles en bio, des parcelles en mixte et des parcelles plutôt conventionnelles. Et les plus belles, c'était celles qui étaient désherbées depuis 20 ans sous le rang, avec un enherbement au milieu. Le sol était vraiment le plus riche. Et donc, voilà. Et moi, j'ai des biodynamiques, des pontes de la Bourgogne en tant que voisin. Je dis, venez voir les vignes. Et moi, j'utilise du glyphosate. Et sauf que dans mes parcelles, il y a des enherbements en semi-direct. J'ai une diversité, et puis j'ai fait le comptage pour leur montrer. Il y a bien plus de diversité que le biodynamique qui est désherbé mécaniquement toutes les semaines juste à côté. C'est pas scientifique ce que vous dites, le contraire non plus. Voilà, il faut l'étude. C'est pour dire que, un label, c'est bien d'avoir un cadre, mais c'est pas. Un label, c'est quand même la garantie. Il y a aussi des eaux qui sont des cours d'eau qui sont coulés. Mais quand il y a de la vie dans un sol, parce que les sols dont je vous parle, il n'y a plus un seul ver de terre, et ça, il y a plein d'agronomes qui le disent, dont des Conrad Schreiber, des pontes. Il vaut mieux une pluie acide sur. Je vous invite à regarder les conférences de Conrad Schreiber. Il y a moins de vie dans un sol désherbé. Peut-être on va laisser Julia Gaulle, parce qu'il fait quand même des études dessus. Alors, c'est pas moi qui fais ça, mais c'est vrai que moi, étudiant la faune du sol, c'est vrai qu'en fait, le premier impact dans une exploitation, c'est le labour. Et c'est vrai que le labour va beaucoup plus détruire. Alors après, il y a glyphosate et glyphosate, et ça dépend aussi des quantités par rapport au ruissellement. C'est qu'il va y en avoir qui vont pas raisonner. Après, voilà, moi je connais moins les doses de glyphosate et ce ruissellement, mais par contre, en termes de. Je rejoins pour la faune du sol, le labour est la première. Je suis d'accord, et justement, le labour, c'est pas une pratique des agriculteurs bio. Si le désherber, il y a une mécanique. Non, parce qu'on peut être en agriculture biologique ou pas, mais en tout cas, ne pas forcément travailler ses sols. Exactement. Et avoir des pratiques. À l'inverse, il y en a aussi qui. C'est un gradient, de toute façon, c'est ni blanc ni noir. Dans les vignes, maintenant, on fait aussi des enherbements permanents, on fait des engrais verts. Moi, depuis 5 ans, je pratique des engrais verts et on n'a même quasiment plus de matière organique extérieure parce que nos engrais verts enrichissent nos sols
et on retrouve un équilibre. Mais après, peut-être attention aussi, c'est en fonction du type de sol. Enfin, je me permets d'intervenir parce que ça dépend aussi du type de sol, de la composition du sol, de beaucoup de choses. Enfin, nous, on le voit beaucoup dans nos études, dans ce qu'on fait. On peut avoir des grosses différences en fonction de l'endroit où on est. Hein. Ça rejoint ce que vous disiez, que le sol n'aura pas besoin des mêmes choses. Et puis, on parle peut-être pas de la même chose quand on parle de la richesse d'un sol qu'après du glyphosate dans les nappes phréatiques, qui est encore une autre. Non, mais en tout cas, le labour, c'est pas une pratique bio. Mais en fait, si, c'est qu'il y a. Enfin, non, c'est qu'il y a bio et bio en fait. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'il y a le bio avec un grand B et un petit b, et le bio intensif. Un bio intensif va mécaniser pour désherber. Après, vous, c'est très bien et vous faites partie des bio avec un grand B, c'est-à-dire que vous réfléchissez à l'intégralité de la parcelle, mais il y a encore des exploitations qui ne fonctionnent que sur des herbages mécaniques. Ou avec en fait, je voudrais pas opposer les deux parce que je pense que. Exactement, c'est ça. Non, mais il faut pas. De toute façon, on est tous d'accord pour dire que passer en bio, se passer de pesticides un maximum, c'est toujours mieux que d'utiliser des pesticides. Là-dessus, je pense que tout le monde est d'accord. Juste 2 petites secondes, je voudrais juste qu'on revienne parce que le temps file sur la question qui a été posée sur l'effet sur la santé. Et après, je vous laisse la parole. Je voudrais savoir sur la santé, ça nous impacte autant des pesticides conventionnels que des pesticides bio. Et puis pour reprendre une remarque de M. Bonmatin tout à l'heure, le fait que ce ne soit pas pris en compte, parce qu'on parle beaucoup de rentabilité et d'argent dans cette histoire. Donc si on prenait en compte la santé, peut-être que ça nous permettrait aussi de revenir à l'agriculture intensive. Et qu'est-ce qui bloque pour qu'on ne mette pas ce paramètre financier? Beaucoup de choses. Oui. Alors, d'abord sur la santé, le fait que les pesticides aient un impact sur la santé, et je parle de la population générale, parce que si on fait le cas particulier des agriculteurs, c'est pire encore. Là, c'est un fait avéré. Il y a des maladies qui sont reconnues. Hein, on citait Parkinson tout à l'heure avec le monsieur du cinéma. Mais il y a bien d'autres maladies qui sont reconnues. Elles sont nombreuses. Le cancer en est en étude. Après, il y a différents types de cancers. Alors, je vais vous le dire, hein, c'est thyroïde, foie, testicules, et pour les principaux. Hein, mais c'est déjà pas mal. Le sein aussi commence à arriver. Donc, ça, c'est reconnu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des coûts publics, enfin des souffrances publiques, j'oserais dire, et des coûts publics par rapport à des intérêts plus privés. La remarque que je voudrais faire d'abord, pour rebondir sur ce qui s'est dit avant de parler des maladies plus spécifiquement, c'est que le bio utilise moins de pesticides en général, alors pas forcément en quantité, comme vous l'avez fait remarquer, mais disons que la liste des pesticides autorisés, elle a été... on a éliminé les plus problématiques, que ce soit pour l'environnement, pour la biodiversité ou pour la santé. Par exemple, le chlordécone des Antilles, dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais que nous, scientifiques, on connaissait depuis longtemps, on savait qu'on pouvait à la catastrophe. Sa particularité de durée de vie de l'ordre de 500, 600, 700 ans, fait qu'en fait, oui, on ne peut pas se permettre de le mettre dans notre truc bio. Quand bien même, il serait tout gentil hein, pour la santé humaine, des choses comme ça. Vous voyez, il y a des critères qui ne sont pas forcément la qualité du sol, ça c'est plutôt l'environnement, ou le non-impact sur la biodiversité, c'est-à-dire les écosystèmes, ou la santé humaine. Tout est pris en compte. Hein. Donc en fait, ce que fait la Commission européenne, ce que font les États, les régulateurs, ils éliminent les pires. Et ils laissent en agriculture bio ceux qui leur apparaissent les moins pires. Mais je voudrais aussi citer la lutte intégrée, parce qu'on n'en parle pas, la lutte intégrée, on ne l'a pas citée encore. Non, ici, hein. Mais c'est quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que c'est pas forcément le bio, c'est pas l'agriculture conventionnelle intensive qui utilise beaucoup d'intrants, mais c'est une façon différente de gérer les productions agricoles. Hein, c'est-à-dire que moi j'ai des exemples, hein, en Italie sur 53 000 hectares de maïs, 53 000 hectares de maïs, c'est pas de la petite production. Où là, ils se mettent dans des situations où ils vont pas avoir de ravageurs. Rotation de culture que tout le monde connaît, variétés résistantes, semi-tardives, des choses comme ça. Et effectivement, ça peut marcher. Mais ça nécessite un autre modèle. Et cet autre modèle nécessite en général des coûts de production plus élevés. Et là, ça m'amène à un truc qu'on n'a pas dit, et que moi, je tiens vraiment à dire, c'est le rôle du consommateur. Le rôle du consommateur, il est essentiel. Vous l'avez abordé, mais vous avez oublié de dire un truc. Si je me projette des tas d'années, des tas de décennies en arrière, la part du budget des ménages qui était réservé à l'alimentation était nettement plus importante qu'aujourd'hui. En
en fait, ce que les gens dépensaient, c'était l'habitation, l'alimentation et puis un petit peu de loisirs. Aujourd'hui, c'est l'habitation parce qu'on n'a pas le choix, beaucoup de loisirs, et puis la part de l'alimentation. Alors évidemment, si on veut faire des économies, allez, je vais le dire comme ça, sur la bouffe, eh bien, on va manger pas cher, et donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, moins c'est cher, plus c'est dégueulasse. Et encore, je ne parle pas de ce qui nous est, ce que nous importons, parce que nos agriculteurs sont en concurrence avec d'autres qui n'ont pas les mêmes règles, il faut le dire aussi, ça on l'a pas dit encore, hein, qui n'ont pas les mêmes règles et pas les mêmes réglementations, et donc ils sont confrontés à des difficultés importantes. Donc tout ça, c'était un certain nombre de remarques que je voulais faire. La santé humaine, la situation est catastrophique. C'est-à-dire que on meurt davantage des maladies, en général, que nous, humains, avons créées, que des maladies traditionnelles, variole, rougeole, bon, alors, le Covid étant... Ouais, je suis désolé, mais il y a encore des interrogations sur l'origine du Covid. Et des grosses interrogations. C'est un scientifique qui vous parle, c'est carré. Hein. Il y a quand même des choses pas nettes dans cette affaire. Hein. Le pangolin, il est là pour rien, et la chauve-souris pour pas grand-chose. Et la chauve-souris pour pas grand-chose. Bon, cette parenthèse étant faite, sur la santé humaine, il y a vraiment des problèmes. Les pesticides créent énormément de maladies. Alors, ce ne sont pas des maladies immédiates en général. C'est rare, parce que ce ne sont pas des doses aiguës qui tuent les gens tout de suite, là, manger, et vous êtes mort. Non, c'est pas ça. C'est des maladies qui vont se déclarer sur un très long terme. Et ça, c'est pas bien pris en compte par la réglementation. Moi, je travaille comme expert pour l'ANSES et je vois bien qu'il y a des trous dans la raquette, comme on dit, mais des énormes trous dans la raquette. Et les plus pessimistes vont dire on prend les populations comme des rats de laboratoire, on fait un essai, puis si les gens meurent très vite, à un moment on dit il faut peut-être arrêter. Hein, c'est le cas du chlordécone aux Antilles, où il y a un taux de cancer qui est faramineux. Là, ça se voit. Mais là, dans la plupart du temps, ça va être délié dans le temps, ça va être 10, 20 ans plus tard. Ou alors, ça va pas se voir parce que ça va être, comme les néonicotinoïdes, des effets sur le neurodéveloppement du fœtus, par exemple. Alors, on aura de recrudescence d'autisme, on ne saura pas d'où ça sort. Des enfants hyperactifs, on se demandera pourquoi. Il y a aussi d'autres facteurs, hein, la télévision, les jeux vidéo, tout ça. On aura du mal à distinguer. Donc la science est assez démunie sur ces effets-là, mais ce sont tous des effets graves et les pesticides sont quand même en première ligne des causes très probables. Parce qu'en science, il n'y a jamais de certitude. Mais ces causes très probables, on a le choix de les diminuer, c'est-à-dire que le législateur, il peut édicter des lois pour interdire telle ou telle substance. Il l'a fait pour les néonicotinoïdes, bon, avec des dérogations qui arrivent derrière, mais c'est pas grave. Pourquoi ça a été... C'est possible. Donc, quand j'entends dire « Ah, mais on peut pas faire la mutation de l'agriculture dans le bon sens », il suffit de s'en donner les moyens. Mais les moyens doivent être pris par tout le monde. Le régulateur qui interdit, purement et simplement. Quand on veut interdire les excès de vitesse sur la route, on met des radars, on met des flics et voilà, et ça finit par le faire. Donc, il faut se donner les moyens d'interdire les pires des molécules. Il faut aider les filières à faire cette transition, parce que sinon, je ne vois pas comment c'est. Non, mais sans blague, hein. C'est super difficile. C'est des transitions, c'est des changements de paradigme, c'est-à-dire qu'on passe d'un système à un système qui est complètement différent. Ça doit se faire de façon le plus soft possible, pour utiliser un anglicisme, mais si on n'est pas aidé, ça ne marchera pas. On disait tout à l'heure, il faut à peu près 5-6 ans pour qu'une parcelle soit, entre guillemets, nettoyée des pesticides qu'elle a pu recevoir. Si les gens ne sont pas aidés, ça ne marchera jamais. Ensuite, côté consommateur, on a dit qu'il faut accepter de payer oui, puis là, cher. Peut-être j'interviens, mais pour dire aussi dans les couches superficielles. Oui. Et il faut, à un moment donné, se dire on peut faire ça, mais il faut se donner des moyens. Or, ce qu'on entend, c'est il faudrait faire, mais rien ne suit derrière. Voilà, c'est ma remarque personnelle. Donc les maladies, je peux les lister, les maladies, hein, on peut les projeter, là, j'ai fait un tout petit résumé. Il y a le rapport pesticide. Ouais, il y a le rapport pesticide de l'UNICEF passé. Voilà, la précédente. En gros, excuse-moi, avant que tu rentres là-dedans, est-ce qu'on pourrait juste laisser les questions qui... Derrière, vous aviez une question, parce que ça fait un
vraiment qu'ils attendent et après je Oui. laisse. Moi, je vais être très court. Hein. Allez-y. Bonsoir. Alors, juste pour se présenter, je suis enseignant. Je suis à l'école de Derby. On est venu avec quelques élèves. Merci pour et puis, alors, désolé, on va devoir partir, mais j'avais quelques questions juste avant de partir. Alors, tout d'abord, à Madame Claude, j'avais une question. Parce que c'est vrai que moi, en enseignant, j'apprends un peu le sol avec les élèves. Et puis d'ailleurs, ce matin, on a eu des mini-choristes. Donc voilà, c'est juste pour parler un petit peu à l'arrière. Ça multiplie 1000 fois des racines. C'est vrai que c'est de plus en plus d'intérêt, je crois, que les agriculteurs aussi, pour la biodiversité du sol. Et je voulais savoir, alors moi, j'ai comme référence M. Calvé pour la vie du sol, qui je crois avait fait le lien entre les bactéries du sol, et puis les rhizobactères, et puis l'azote, le lien entre les pesticides, et puis ces bactéries qui avaient un impact. Et c'est moi le lien qu'il y avait avec les pesticides et les bactéries. Et je voulais juste vous poser comme question, est-ce qu'il y a un lien, est-ce que vous avez vu en tant qu'école du sol ou de la biodiversité du sol, un lien avec des impacts de l'utilisation des pesticides et la bactérie du sol? Ça, c'est ma première question que j'aurais à Claude. Pour monsieur Monathan, j'avais aussi une question. Merci pour avoir, je crois que votre étude c'était sur les coûts directs et indirects au niveau international. J'avais vu l'étude en Amérique qui a été faite, et on voyait qu'il y avait tout qui était pris en compte, encore aussi des externalités négatives, positives, et là il y avait l'ensemble. Et je crois que c'était, vous avez fait le coût-bénéfice, et puis ce que ça coûtait pour la santé globale. J'avais lu l'étude, ça a été très intéressant, donc merci pour cette étude où on voyait que si on prenait l'ensemble de la santé globale, au niveau des hôpitaux, au niveau, il y avait 4 indicateurs que je trouvais très intéressants. Merci. J'avais une question aussi pour vous. C'était, est-ce que dans les autres pays, vous avez pu voir, est-ce que les pesticides sont vus différemment qu'en France, ou est-ce que c'est nous qui avons une approche de transition, ou voilà, c'était juste j'avais peut-être vu ça. J'avais une question aussi pour Madame Pouly. Vous êtes la certification HVE et PAB. Est-ce que, voilà, moi j'ai plus un retour que, bon, c'est vrai que l'agriculture biologique, pour moi, c'est vrai qu'il y a un contrôle entre l'immobilier, c'est les agriculteurs en plus qui payent, donc voilà, c'est vraiment une démarche, je crois, d'engagement, d'application. C'est ce que j'ai. Est-ce que vous pouvez nous dire, peut-être que vous avez un retour auprès des agriculteurs, vous pouvez nous dire un petit peu quelle est la différence que vous voyez, que vous percevez entre les deux, parce que j'ai pu HVE. La différence entre HVE et bio? Oui, voilà. Pour préciser un petit peu. Il y a monsieur la dernière question, viticulteur, merci d'être venu. Vous avez parlé, c'était très intéressant, les chiffres de 100 000 euros. Vous avez, et puis 16 000 euros pour gagner en légumes, ça va être intéressant. Je voulais savoir si vous avez évalué la charge que ça pouvait avoir d'utiliser des pesticides. Est-ce que ça, voilà. Est-ce que ça avait une grosse charge sur votre exploitation ou pas? Juste pour avoir une idée, parce que là, on est sur le sujet, mais est-ce que vous avez évalué, est-ce que vous avez utilisé? C'est une grosse charge, ça représente une grosse charge sur une exploitation. On reprend. Si tu veux, sinon on prend comme ça. Si c'était à la question fraîche. Ça va être assez rapide. Sur le poste maraîchage, c'était justement l'objectif permaculture. Donc on avait pris le parti de rien mettre. Et à part pour les tomates, en fait, on a réussi à produire, mais donc il n'y avait pas de budget. Et sur la partie vigne, le budget donc pour 20 hectares, je l'ai pas en tête honnêtement, c'est pas la ligne que j'apprécie le plus retenir. Ça doit être, c'est pas grand chose, hein, surtout à l'échelle de la Bourgogne, ça doit être du 5 à 10 000 euros d'intrants. Je me rends pas compte par hectare, hein. Je donne vraiment des chiffres comme ça qui sont pas. Et sur l'élevage, c'est pareil, j'ai pas comme ça les chiffres. J'ai dit qu'on n'était pas toujours très bon en comptabilité hein, tout à l'heure. J'en fais partie. Donc navré, je peux pas répondre, mais ça c'est des infos, je pense. Les organismes en général, les interprofessions donnent assez bien par hectare, par région, les coûts des intrants. Voilà. Et alors, la différence entre le bio et le HVE, je pense que ça n'a rien à voir, les deux labels. Donc bio, on est sur un règlement qui va nous donner la liste des choses qu'on a le droit de mettre, les pratiques qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire qui peuvent être interdites.
Donc, que ce soit un animal ou un végétal, par exemple, un animal, ça va être les densités, le type d'alimentation qu'on peut donner aux animaux. Le HVE, en fait, pas complètement. Je vois qu'il y en a qui n'ont pas l'air très ravis de parler de HVE, mais c'est une première prise de conscience. Moi, je le vois chez certains agriculteurs, en fait, qui se disent ok, il faut réduire les pesticides. Je n'ose pas me lancer en bio direct. Le HVE, ça va regarder différents critères. Ça va regarder la biodiversité. Alors en bio, on ne regarde pas la biodiversité. Il n'y a pas de critère qui dit est-ce qu'on sauvegarde les haies, est-ce qu'on a des mares, est-ce qu'on plante des arbres. C'est pas une exigence. Oui. Non, mais vous le faites parce que vous êtes convaincu, mais ce n'est pas une exigence qui est vérifiée dans la démarche bio, c'est quand même une approche globale de ramener avec. Oui, mais en bio, si vous enlevez toutes les haies de votre champ, on ne va pas vous enlever. Un agriculteur bio ne fait pas ça, fait le contraire. Il suffit d'avoir un petit bosquet qui était là par hasard. Ils sont, oui, mais il faut le garder, ce bosquet, si on veut garder il faut quand même réduire aussi sa production de pesticides. Il faut réduire sa consommation d'eau. Et tous les mondes chimiques, tous les pesticides d'origine chimique, ça, c'est pas réel. Oui, c'est un peu triste. Donc, en HVE, il y a les critères de biodiversité, il y a le critère donc, des pesticides. Très facile à oui. Mais il faut le garder, c'est une prise de conscience quand même de l'agriculteur de qu'est-ce que ça lui amène, ces indicateurs de biodiversité. Par contre, parce qu'on a d'autres questions qui attendent, on se rejoint après pour boire un coup tous en vous invite tous. Si vous voulez continuer à poser vos questions aux intervenants. Non, vous ne nous invitez pas, non. Je n'en ai pas assez pour tout le monde. Ok, bon, moi je vais être très synthétique alors. Hein. Je vais le résumer à ma façon. La France, probablement un des pays où les populations, donc les citoyens, sont le plus sensibilisés à ces problèmes de santé et de pesticides et d'impact sur l'environnement et la biodiversité, comme on disait tout à l'heure. Par contre, en Europe et même au monde, un des plus mauvais élèves, quand on regarde les quantités de pesticides qui sont utilisés, ramenés aux surfaces agricoles. Donc, il y a une espèce de paradoxe, si vous voulez, une population qui est très sensible et des pratiques qui ne suivent pas. Alors après, on peut se poser la question de savoir pourquoi, mais je réponds à votre question. Hein. Il y a des pays qui sont beaucoup plus vertueux que la France en matière d'usage de pesticides. Et par exemple, sans aller chercher très loin, l'Espagne produit beaucoup plus. J'ai pas dit que c'était la panacée, le bio, mais l'Espagne produit beaucoup plus de denrées alimentaires bio qu'elle ne consomme, alors que nous, c'est la France, c'est le contraire, globalement. Hein. Donc on n'arrive pas à satisfaire notre marché. Pourquoi ? Parce que justement, les gens sont sensibilisés, mais derrière, ça ne suit pas. Alors, l'analyse des raisons, c'est autre chose, et je m'arrêterai là. Et enfin, moi. Donc moi, je ne suis pas spécialiste de la microflore du sol, des micro-organismes. Juste, tout le monde ne connaît pas forcément les mycorhizes et les rhizobactéries. Donc, je vais redéfinir ce que sont les rhizobactéries. Par exemple, c'est des bactéries qui fonctionnent en symbiose avec la plante et qui vont permettre, par exemple, chez le trèfle ou chez la févrole, pour reprendre une culture, là, chez la févrole, la rhizobactérie va permettre de capter l'azote de l'air qui n'est pas disponible directement à la plante et lui permettre va convertir en fait cette rhizobactérie, cet azote qui n'était pas disponible, en une version d'azote disponible directement à la plante. Donc ça va directement presque directement à la plante. Ça c'est les rhizobactéries, rhizo comme racine. Et les mycorhizes, c'est un peu la même chose, mais côté champignons. Ce sont des champignons du sol qui forment une symbiose aussi. Alors il faut qu'ils pénètrent quand même dans la racine, donc ils ont la capacité de pénétrer dans la racine. Que la racine va bien accueillir aussi le champignon mycorhizien. Et puis ils vont former ce qu'on appelle des mycorhizes, qui est une petite formation, alors ça peut être sous forme de petit arbre dans une cellule, par laquelle le champignon va apporter des minéraux par exemple à la plante, et la plante va fournir du sucre au champignon. Donc c'est un donnant-donnant. Et de ce que j'ai vu, c'est que les pesticides réduisent les rhizobactéries et les mycorhizes, et la dispersion des spores aussi, la disponibilité des spores de champignons mycorhiziens dans le sol, et modifie aussi de manière générale les communautés en fait, de bactéries. Sur certaines études, ils ne voient pas à dose légale, ils ne voient pas de différence
d'abondance en fait de rhizobactéries, d'activité plutôt pas des rhizobactéries mais des bactéries de manière générale, bactéries du sol. Il ne voit pas de différence, par contre il voit des modifications de communauté de bactéries, c'est-à-dire qu'on a la même activité, quand on mesure l'activité microbienne, par contre pas par les mêmes bactéries, et notamment il va y avoir une dominance des bactéries qui, et ça c'est un truc que vous voulez aborder aussi, c'était qui décomposent, c'est la détoxification ou détoxication des polluants, des pesticides par certaines bactéries, certaines communautés de bactéries, qui vont du coup, en fait, c'est comme si on avait un polluant qui a cette forme-là, et puis grâce à l'activité de la bactérie, il est dénaturé, et du coup peut être évacué par la bactérie et ne plus être aussi nocif, aussi toxique. Et donc il y a plutôt des communautés qui vont pouvoir dégrader, alors c'est certaines études, hein, je suppose que c'est, voilà, encore une fois, on n'a pas la certitude non plus. Et ce que je voulais dire aussi, c'était, alors moi je suis plutôt, donc, comme vous dit tout à l'heure, macrofaune, vers de terre, et j'ai aussi vu passer une étude où en fait il montrait que l'action des vers de terre, donc là le macrofaune avec microflore, action des vers de terre dans les galeries et grâce au mucus permettait de favoriser l'activité des enzymes qui dénaturent, en fait, détoxifient les polluants. Donc il y a des actions combinées aussi de l'ensemble de la biodiversité du sol. Et dans les mesures, notamment dans l'agriculture de conservation, ils continuent d'utiliser du glyphosate. Ils misent aussi beaucoup sur l'activité du sol. Toujours dans ce gradient tout à l'heure, mais quand on disait que même en ayant du glyphosate, il faut favoriser la vie du sol, parce que la vie du sol avec les bactéries, avec l'ensemble des communautés, des organismes du sol et les actions combinées de la biodiversité du sol, peut favoriser quand même, alors encore une fois, je n'ai pas une idée des échelles, mais quand même permettre une certaine détoxification dans le sol. Après, il faut voir les doses aussi, hein, bien sûr, à un moment, les bactéries ne peuvent pas tout faire, mais voilà, il y a aussi ce côté de matière organique, apport de matière organique, pesticides, et encore une fois, les modèles qui vont à la fois combiner labour et pesticides intensifs. Bon, voilà, on est sur du tout faux, mais dans le gradient, eh bien, on peut quand même alléger, grâce à la vie du sol, alléger certains effets de certains pesticides. Encore une fois, tout dépend des pesticides. Voilà. Merci. Avant de prendre vos questions, je suis désolée, parce que je sais que vous voulez les poser depuis longtemps. Juste un tout petit encart sur la biodiversité, quand même, l'effet des pesticides sur la biodiversité, parce qu'on m'a posé la question. On a parlé de la santé humaine, mais en ce qui concerne les pollinisateurs. Sur moi. Bon, alors je vais être synthétique parce que l'heure tourne quand même et je veux que vous puissiez poser d'autres questions. En fait, je vais prendre le cas des néonicotinoïdes que je ne vais pas présenter en détail. Ce sont des neurotoxiques qui attaquent le système nerveux central. Point. Alors, ils étaient réputés pour n'attaquer le système nerveux central que des insectes ravageurs. Ce qui n'existe pas en chimie. Ne soyez pas naïfs, une molécule n'a pas qu'une action sur une espèce. Elle va toucher toutes les espèces. Donc, d'une manière générale, sur les abeilles, c'est l'exemple, hein, les néonicotinoïdes ont des tas d'effets qui conduisent à la catastrophe. Les abeilles, c'était le révélateur. Après, on s'est rendu compte que c'était sur tous les pollinisateurs. Après, on se rend compte que c'est sur tous les invertébrés, qu'ils soient volants, les invertébrés du sol, ou même les invertébrés aquatiques. Puis après, au fil et à mesure des recherches, on se dit, tiens, c'est louche quand même, et on se rend compte qu'il y a des effets en cascade. Si vous avez moins d'invertébrés, si vous avez moins d'insectes, les oiseaux, par exemple, ont du mal à nourrir leurs petits. Puisque tous les oiseaux ont besoin d'insectes pour nourrir leurs petits, qu'ils soient plus tard insectivores, ces oiseaux, ou qu'ils soient granivores. Mais à un moment donné, il faut nourrir les petits. Donc là, on voit des populations d'oiseaux qui s'écroulent. Pareil pour les amphibiens, les grenouilles, les crapauds, et tout ce qui vit dans les zones humides. Et puis, de fil en aiguille, comme ça, on arrive au rat de laboratoire, on se rend compte qu'il y a des effets. Et puis, on nous dit, oui, mais c'est des petits animaux, nous, on est des gros animaux, on va bien résister. Mais en fait, quand on fait des tests avec des biches et des daims, par exemple, on voit les mêmes choses, des perturbateurs endocriniens, difficultés de reproduction, malformation des ovaires, etc., etc. Donc, ça nous amène chez l'homme. Je peux vous dire où on en est aujourd'hui. Hein.
Donc on tire le fil et tout ça c'est résumé. Ah oui, c'est plus celui-là, c'est pas grave. Le fil, c'est que on se rend compte que sur cette classe de molécules, mais ça va être pareil chez les autres. Si on cherche, on trouve. Problèmes rénaux, donc ce sont les maladies chroniques rénales d'origine inconnue, en fait c'est pesticides. Neurodéveloppement donc du cerveau, mais il y a des cas graves. Les cancers thyroïde, foie, testicules, je suis sûr que j'en oublie. Et donc ce sont des maladies graves, comme je l'ai cité tout à l'heure. Ce cas spécifique qui est très étudié sur les néonicotinoïdes est généralisable aux autres. Il y a des pesticides qui sont moins pires, mais je citais tout à l'heure les SDHI qui attaquent le fonctionnement de la mitochondrie. Que vous soyez un champignon, micro-champignon, ou que vous soyez un humain, grosso modo, vous avez la même mitochondrie, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement conservé dans les espèces, c'est la base du système vivant sur la planète. Et donc, quand vous arrêtez la mitochondrie des uns, vous allez arrêter la mitochondrie des autres, et donc on sait que ça va créer probablement des cancers. Bon, ils ont été mis sur le marché quand même, on est en train de faire des études, ça fait un moment qu'ils sont sur le marché, depuis les années 60, la moitié ont été interdits. Mais vous savez, en matière de pesticides, là aussi, c'est un système qui en a besoin quelque part. On ne peut pas s'en passer. Alors après, on peut se poser la question de savoir pourquoi on ne peut pas s'en passer. Mais il n'empêche que vous interdisez 15 SDHI, donc ce sont des fongicides cette fois, mais vous en autorisez 15 nouveaux derrière. Donc on ne résout pas le problème. Les néonicotinoïdes, c'est pareil. Quand il y en avait un qui était interdit, il était remplacé par un autre, etc. Donc, voilà, la vraie question, mais à quoi servent-ils? C'est une histoire de rendement, c'est une histoire de production. Et est-ce qu'on peut s'en passer? Il y a plein d'exemples pour dire qu'on peut s'en passer. Donc, côté maladie humaine, je vais être très, très clair. Hein. Nous serons tous malades à un moment donné à cause de ces polluants chimiques. Et les pesticides en premier lieu. Sauf à se nourrir différemment, à respirer un air moins pollué, parce qu'on n'en a pas parlé de la pollution de l'air, et à bord de l'eau propre, enfin, au sens pesticide. Les pesticides ne sont pas uniquement dans le légume qu'on mange. Ah non, ils ne sont pas uniquement dans le légume. Mais quand même, vous en avez plus dans une pomme qui a reçu 30 traitements que dans l'eau du robinet. Donc, il y en a beaucoup plus. Hein. Mais de l'eau du robinet, vous en buvez tous les jours, 15 fois par jour. Vous pouvez regarder le rapport qui est sorti l'année dernière à l'INSERM sur justement pesticides et santé humaine. Il vous montre les liens de corrélation entre certains types de pesticides et certains types de... Et c'est assez intéressant, même si vous n'êtes pas c'est un gros rapport, dans la mitochondrie, mais c'est vraiment, ils ont des fait rapports... 800 pages. Assez... Oui, non, mais ils ont un rapport de... Ouais, ils ont le résumé du résumé.